Jony Ive est de retour, mais pas chez Apple. Le designer star de l'iMac et de l'iPhone rejoint les rangs d'OpenAI. La maison mère de ChatGPT rachète la société du designer pour la somme record de 6,5 milliards de dollars. Après le duo magique Johnny-Steve Jobs qui a marqué à jamais l'industrie de la tech avec la révolution de l'iPhone, un nouveau couple se forme entre Ive et Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, deux amis qui souhaitent ni plus ni moins révolutionner l'IA. Quelle est la vision des deux hommes? Sur quel projet travaille-t-il? Quid d'Apple dans tout ça? Pourquoi Tim Cook n'a pas su retenir Johnny? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Avec comme invité cette semaine en plateau, à mes côtés, Laurent Brantanage. Salut Laurent. Bonjour tout le monde, très content d'être là. Et pour lui apporter la contradiction, monsieur Stéphane Zebi. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Parce que vous n'êtes pas toujours d'accord. Non. En duplex, le fantastique, l'exceptionnel, Christophe de Graaf, dans The Psy Corporation. Bonjour Christophe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien parce qu'aujourd'hui la thématique elle va être folle furieuse je pense. Bon non. En duplex, toujours sur son plus beau profil bien sûr, il saute comme ça. Monsieur Didier Policani de Mac Forever. Salut Didier. Mais salut les amis, ça fait un moment que j'avais pas fait l'émission donc je suis ravi d'être de retour. Voilà. Ouais, tu préfères tester des voitures que tester des Macs. Même pas, non, mais de l'eau a coulé. Au sens propre au bureau. Donc j'étais un peu occupé. Ouais. Mais on a eu beaucoup de voitures, on a eu beaucoup de trucs. Tu n'as pas une rédaction. Si vous suivez un peu. Tu n'as pas une rédaction et un studio waterproof, c'est ça? Alors non, pas mais encore. le bon point, c'est qu'on peut travailler de partout, ce qui est quand même voilà, la bonne nouvelle. Mais bon, tu vois, on accueille pas mal de monde au bureau en ce moment et c'était juste pas le bon moment pour avoir ça. Mais écoute, c'est d'avoir des bottes en caoutchouc. L'avantage, c'est aussi, on peut voir que des avantages de s'installer dans le sud, monsieur Didier Policani. Hein, voilà. À Paris, on n'a pas ce genre de problème. En ce moment, il fait plus beau à Paris que dans le sud depuis un mois. C'est vrai, on prend notre revanche. Allez, un salut particulier aux membres du club ORLM qui nous regardent en direct en ce moment. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible en avance pour vous. Et en plus, vous pouvez venir ici au Village Baissé à Paris, rue La Boétie, assister à l'enregistrement, assister à la manière de travailler, les coulisses, tout ça. C'est très sympa. Le lien est dans la description de la vidéo ou encore en scannant ce QR code. Allez, un petit salut à la régie d'On refait le Mac qui, regardez, s'ils sont nombreux cette semaine. J'ai juste pas vérifié s'ils bossent. Ah ouais, non, ça bosse dur, hein. Regardez, ça n'en finit plus. Non, il faut ranger un petit peu la régie de temps en temps. Il faut nettoyer un peu, les gars. Bref, allez, on passe au sondage de cette semaine et c'est Laurent qui s'y colle. Donc, la question était, Apple a-t-elle eu tort de laisser partir Jony Ive? Et donc, le résultat arrive en tête et Apple avance sans Ive. Forcément. Suivi de non, place au renouveau, donc ça va quand même un peu dans le même sens, hein, mais très très proche, avec 25,6%, on a oui, Ive est irremplaçable, et ensuite avec presque 18%, on a OpenAI n'est pas Apple. Pas mal de réactions sur Twitter, notamment de notre Twittos fan et très régulier Mano. Qui dit en 2007, Apple remplace l'iPod par l'iPhone. Plus de 15 ans plus tard, malgré le Vision Pro, il lui manque un produit phare au niveau du Mac et de l'iPhone pour prendre le relais économique et rester central sur la scène internationale. OpenAI et Jony Ive le feront-ils avant elle? C'est l'enjeu de cette émission et la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Mais en préambule, retour sur cette annonce choc, OpenAI se paye Jony Ive. C'est une annonce qui a fait trembler la Silicon Valley et peut-être certainement Cupertino. OpenAI, la société de Sam Altman, vient de s'offrir à la société I.O., fondée par Jony Ive, l'ancien designer star d'Apple. En gros, I.O., c'est quoi? Qui veut prendre la parole? En fait, je vais commencer. Ouais. Ouais, vas-y, mais je vais... En fait, c'est marrant parce que tout le monde a l'impression de découvrir cette annonce, la presse titre. Et nous? Non, mais je sais. Mais en fait, ça fait quand même des mois qu'on sait que Altman et Ive se tournent autour. Donc en fait, c'est vrai que là, ça y est, c'est noué, c'est fait, et on donne cette impression de... C'est énorme, mais ça fait quand même des mois qu'on entend parler, qu'on sait qu'ils font des choses ensemble. Au début, ils étaient un peu dans un mode je vais acheter les services de Loveform, qui est la boîte de design de Jony Ive. Qui a signé des contrats avec Ferrari, qui a signé des contrats avec des grands noms, avec Nike de mémoire, avec des grands noms. Donc on savait qu'il y avait... Ça n'a rien à voir, hein. Là,
c'est pas Loveform qui est vendu. Tout à fait. Mais on savait qu'il y avait de trucs. Et puis, il a annoncé il y a quelques années qu'il voulait lancer I.O. OK, il y avait quand même dans I.O. de l'ADN d'Apple, puisque Lauren Powell Jobs, donc la femme de feu Steve, la veuve, est censée, oui, la veuve, est censée avoir mis avec le fonds qu'elle gère avec le patrimoine de Steve, 1 milliard dans I.O. Donc, tu vois, il y a un peu de... c'est pas une petite somme. Hein. Non, il y a quand même un peu de... Et donc, l'idée de I.O., c'était quoi? C'était de monter une société qui tirait parti de l'IA pour du hardware autour de l'IA. Donc, alors, avant de répondre à la question... pourquoi faire? I.O., c'est qui? Alors, il a fondé avec qui? Tu as dit, donc il y a Lauren Powell Jobs, donc l'épouse du regretté Steve, qui a investi, mais avec qui il s'est entouré? Parce que Johnny, c'est un designer, c'est pas un ingénieur. Il a été pioché un peu à droite à gauche, notamment il a bien pioché. Dans ses connaissances chez Apple. Ouais, là où il avec ceux avec lesquels il avait travaillé, hein. Il a récupéré Scott Cannon, il a récupéré Evans Anki, et il avait récupéré Tong Tan. Donc, Scott Cannon, c'est un ancien d'Apple qui était responsable du design matériel, et ça tombe bien, hein, puisque on sait que c'est du patron. Il est connu, entre autres, pour avoir cofondé l'application Mailbox, qui a été vendue à Dropbox. Ouais. Evan Anki, c'est le successeur de Johnny Ive chez Apple, qui est resté, lui, jusqu'en 2023. C'est lui qui l'a remplacé. C'est lui qui a remplacé au design. Et puis il y a Tang Yutan. Donc Tang Yutan, qui était responsable du design iPhone et Apple Watch jusqu'en 2024. Donc tu vois, ils sont frais chez Apple. Hein. Ouais, Didier, c'est vraiment des pointures qui ont marqué la décade, voire même la vingtaine d'années qui ont conduit Apple à changer, au renouveau complet d'Apple. Hein. On sait que cet esprit de camaraderie, cette famille de design et d'ingénieurs qui tournent autour, c'était très important chez Johnny et qui a conduit aujourd'hui à la reformer dans I.O. et aussi dans Loveform. Hein. Ouais, alors on peut aussi dire que tu vois, c'est aussi peut-être des gens qui ont plus une carrière derrière que devant. Mais peut-être qu'il achète. Johnny Ive, quand tu le vois, je pense qu'il est plus aussi en forme qu'avant quand même. Tu vois, je sais pas s'il a encore toute la fougue de sa jeunesse à faire des iMac colorés, etc. Mais par contre, peut-être qu'il achète ça, c'est-à-dire l'expérience, tu vois, avec le design produit et tout. C'est quand même complexe. Il y a toute la partie industrielle, il y a toutes les contraintes techniques, travailler avec le software. Et c'est des gens qui ont une énorme expérience. Travailler chez Apple, je pense que c'est quelque chose qui est quasiment incomparable. En plus, quand tu dois produire à des millions d'exemplaires, tu as des contraintes encore plus énormes. Donc peut-être qu'il a besoin aussi d'un truc un petit peu solide. Et puis il a besoin peut-être d'une image aussi, de dire aux investisseurs, bon, écoutez, regardez, on a de la bouteille, là, on va pouvoir faire une Formule 1, quoi. Laurent. C'est très intéressant ce que dit Didier, parce que je pensais qu'on le dirait un peu plus tard. En fait, il faut se rappeler que Johnny Ive, quand il est revenu avec Steve Jobs, tu vois, à Apple avec le renouveau... Il était là avant, mais la partie Steve Jobs l'a nommé. Le moment où ça a explosé, il avait 30 ans. Là, il en a 58. Donc, tu vois ce que... Non, je dis pas, il est beaucoup plus vieux que moi, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Didier dit quelque chose d'intéressant. Il a, tu vois, il va peut-être faire un grand coup encore, mais il n'a pas la fougue du début du truc. Donc, voilà. Christophe, toi qui aimes bien dans Underside tout ce qui est culture, pop culture, tout toi ce qui aime les beaux objets, le design, signer les équipes qui ont participé, excusez-moi, à l'élaboration de l'iPhone, l'iPad, l'iPod, l'iMac, le MacBook Pro, les interfaces d'iOS, c'est une belle pioche quand même. Mais c'est un truc de fou. Je ne sais pas si tu te souviens quand Steve avait été démarcher, tu vois, tous les employés en interne chez Apple pour les rallier à sa cause pour le Macintosh. On a un peu l'impression que Johnny a fait exactement la même chose et a été chercher tout un tas de pépites de chez Apple. Et puis, je pense que malgré leur âge qui avance, malgré tout, ça reste des cadors dans le domaine, tu vois, et justement, qui ont plus de maturité que jamais. Donc, peut-être qu'il y a un peu moins de fougue, mais par contre, il y a toute cette maturité qui va sans doute apporter énormément. Et on le verra peut-être à des objets qui feront notre demain. Donc, c'est la promesse en tout cas. Hein, c'est la promesse. Ouais. Bref, Stéphane, Johnny a beaucoup puisé dans son équipe design d'Apple. Il y a aussi Mike Matas, je crois, qui est designer concepteur d'interface pour iOS et macOS. Il y a aussi des gens qui ne sont pas issus d'Apple, qui sont assez connus, qui ont été recrutés. Hein. Alors, ça peut être marrant, parce que I.O., ça veut dire aussi input-output, entrée-sortie. Ouais. Donc, en gros,
On entre, on sort d'Apple, on rentre, voilà. Donc c'est peut-être aussi une petite symbolique aussi rigolote. Bien vu, ouais. Voilà, mais bon, c'est vrai que ça m'a un petit peu amusé qu'il appelle ça comme ça, parce qu'il n'y a jamais de hasard chez Johnny Ives. Toujours très minimaliste. Oui, voilà, Johnny Ive. bien sûr, Aussi c'est bien ça. les logos que les Exactement. noms, hein. Voilà. Mais c'est vrai que le I.O. input-output, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilisait souvent pour en informatique pure, mais j'étais en train de regarder, il y avait des histoires de déesses grecques, etc. C'est aussi le diminutif de l'île d'Oléron, mais je pense pas que ce soit ça. Non. C'est aussi le nom d'un satellite de Jupiter. Ouais, Ah bon, c'est ça. Ouais. d'accord. Non, mais Je pense que c'est plus entrée-sortie pour rester en 2000. voilà, Ouais, bien sûr. Non, mais donc comme tu disais, donc il a C'est aussi le nom de la conférence Google. Hein. Google I.O. Mais ça, j'ai pas Ils le dire. l'annonce le même jour. Hein. Dont on parlera la semaine prochaine, parce qu'on ne peut pas tout parler dans une seule émission. Et c'était une des conférences les plus marquantes que j'ai pu voir de ces dernières années. De Google. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine, Voilà. les amis. Non, c'est un teaser là que j'ai fait. Donc non, c'est vrai qu'il a pas seulement embauché des gens de chez Apple, il a aussi récupéré des experts en hardware et en robotique qui s'appellent Kathleen Kalinowski, donc qui est comme une C'est Peter Willinder, qui est expert en robotique. On sent qu'il y a quand même des recherches bien particulières. Ah oui, bien sûr. Mais si c'est ça qu'il cherche, en hardware, il n'allait pas développer une énième interface. Voilà, c'est sûr. Après, c'est Kathleen Kalinowski qui est donc comme une collaboratrice de premier plan pour intégrer donc le design et l'innovation. Et c'est pas que quelques grands noms, c'est déjà une équipe au complet. Hein. Ils sont en total 55 employés, donc en hardware, en logiciel, en manufacturing, et ils rejoindront donc OpenAI donc, pour accélérer ce projet matériel qu'on pourrait estimer comme un nouvel iPhone, quoi. Donc c'est une fusion, hein, Didier. L'entité va vraiment intégrer OpenAI. Par contre, Johnny Ive, lui, n'est pas salarié. Il continue de travailler, de diriger les équipes, mais c'est une sorte de super consultant, on peut dire ainsi. Oui, mais c'est peut-être pas plus mal finalement, tu vois, justement, il peut embaucher des jeunes un petit peu, essayer de chapeauter tout ça et de faire son... Bah, tu sais, quand tu montes des boîtes et que tu réussis, à la fin, tu sais que tu fais plus que de la gestion de projet, tu es moins dans l'opérationnel. Et je pense que voilà, il a de la bouteille, il sait qui embaucher. Tu sais que même en France, quand tu discutes avec les gens, ils connaissent tous Hive, ils ont des petits contacts, même, tu vois, il sait qui il peut recruter pour tel type de projet. Et je pense que c'est ça qu'il a acheté aussi, quoi. C'est que c'est un mec qui sait s'entourer, enfin, en tout cas je pense, parce qu'il tout seul il n'a pas non plus sorti, enfin on va en parler après, mais vraiment de produits voilà, depuis Apple il n'a pas non plus fait quelque chose de vraiment révolutionnaire en tout cas. Oui, il a fait il avait fait une carte d'invitation pour les obsèques de la. Donc il a mis son nom sur un certain nombre de choses. Faire part de la reine Elisabeth, emblématiques. c'était lui qui l'avait designé, je crois, lors de son enterrement. Bref, ses funérailles. Bref, Sam et Johnny ont réuni, il faudra s'habituer, hein, Sam et Johnny, hein, c'est plus Steve et Johnny, ont réuni les meilleurs ingénieurs en matériel et logiciels, les meilleurs technologues du moment, physiciens, scientifiques, chercheurs, experts en développement et fabrication de produits. Montant du rachat, tenez-vous bien, 6,5 milliards de dollars, une seule colossale, les amis, pour une entreprise qui n'a pas encore sorti un seul produit. Moi, j'ai jamais vu ça, personnellement. Ouais, il y avait eu, excuse-moi, il y a eu un équivalent, mais c'était pas le même montant. Ils avaient sorti des produits, c'était Tony Fadell et Nest qui avaient vendu 3 milliards. 3 milliards. mais ils avaient des produits. Un produit. Il y avait un produit qui était déjà dans des milliers. Ça valait pas 3 milliards. Ça valait pas 3 milliards. Ça valait pas 3 milliards. Ça valait Tony Fadell. C'est Tony Fadell qui a été acheté. Ouais, mais je suis pas C'est d'accord. comme Johnny Ive. Non, je suis pas d'accord. Là, je vous dis juste une chose. Si c'est vrai que le fonds géré par Lorraine, donc la veuve de Steve Jobs, avait mis 1 milliard dedans, à un moment donné, il faut que ça s'achète plus, sinon les gens ne s'y retrouvent pas. C'est une question de cap table, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, sinon, tu vois, il se paye Johnny Ive à un moment donné aussi. Ils ne sont pas obligés de sortir dès la première levée. Hein. Elle peut sortir dans 10 ans. Hein, ce que je veux dire, c'est que... Ils ont une belle valeur. Lorraine. Ils ont fait une culbute, là. Ouais, c'est clair. Alors, ça vous choque, les amis, Christophe, Didier, Laurent, Stéphane, 6,5 milliards, nos produits, pas mal. Bien joué, Johnny. Oui. Bien joué, Johnny. Oui, effectivement, c'est une acquisition qui s'est déroulée par échange d'actions. Hein, donc, on valorise l'entreprise et puis après, on donne une partie des actions en fonction de ce que doit valoir le rachat. Donc, c'est pas de cash. Première chose. Voilà, c'est ça. Ils ne sortent pas foncièrement du cash,
Tu vois, ce qui est bien aussi pour le projet d'OpenAI, parce que quelque part, ça veut dire que ils ne brûlent pas de cash en fait lors de cette opération, mais par contre, ils attirent beaucoup l'attention, effectivement, avec ce couple, on va y revenir, qui risque d'effrayer la chronique. Ça, c'est à peu près une certitude. Ouais. Et puis, quand tu vois vraiment en fait ce positionnement au niveau du cash de l'entreprise, quand tu vois en 2023 en fait qu'ils approchent SoftBank pour obtenir un financement d'1 milliard de dollars pour développer une nouvelle interface, tu te dis qu'en milliard fait, pour une interface. Wow. Voilà, ces gens sont dans un autre monde. C'est vraiment phénoménal, quoi. Alors, en tout cas, l'objectif de cette acquisition, c'est de permettre d'obtenir un autre objectif moins secret. Il a déjà annoncé, Sam Altman, c'est que la capitalisation d'OpenAI atteigne à terme 1000 milliards de dollars. Là, je pourrais croire que Lorraine, elle va faire plus que la culbute. En tout cas, ça montre, Stéphane ou Laurent, le niveau phénoménal actuel d'OpenAI qui on lui refuse rien en ce moment en termes de levée de fonds. Il n'y a pas de difficulté de fin de mois. Non, il n'a pas de difficulté. C'est sûr que presque on est sur les galactiques avec le Real Madrid pendant un moment où on prend les meilleurs. Une analogie footballistique. Oui, mais là, ouais, bien sûr. Rien n'est trop beau pour OpenAI. Ça, c'est sûr. C'est qu'en gros, ils ont dit voilà, on est en train de préparer leur casting pour parce qu'en fait, d'une certaine manière, OpenAI est rentré dans le giron des géants de la tech. En plus, Sam Altman est impliqué dans le projet Stargate qui est censé lever 500 milliards de dollars, toujours avec SoftBank. Donc il est quand Stargate, tu rappelles ce que c'est? C'est le grand projet pharaonique autour de l'IA. Autour de l'IA lancé par Donald Trump dès le début de son mandat. Il a annoncé ça et ça. 500 milliards. 500 milliards et donc en ce moment il peut trouver 10 ou 12 milliards sans aucun problème pour financer ce qu'il souhaite. À côté, quoi. Je pense qu'il est vraiment actuellement très bankable et voilà, et il profite. Laurent, il y a eu d'autres annonces qui ont été faites qui ont coûté très cher et OpenAI a signé sans broncher. Ouais, aujourd'hui, ils payent. Ils n'hésitent pas à investir. Ils ont investi dans un data center géant. Le nerf de la guerre. Ouais, bien sûr, 12 milliards de dollars. Tu vois, juste, voilà. Ils ont annoncé qu'ils prévoyaient de perdre 44 milliards de dollars d'ici 2029. Donc, grosso modo, je vais faire des bénéfices, mais mes pertes vont être beaucoup plus élevées que mes bénéfices, puisqu'ils font des bénéfices. Ouais. Donc, au sens, tu vois, ils gagnent de l'argent. Donc, ils font des ventes. C'est pas une boîte qui fait pas de ventes, mais leurs dépenses et leurs investissements sont très largement supérieurs aux entrées économiques. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais c'est vrai que durant ces 2 dernières années, on associait le nom d'OpenAI de Sam Altman beaucoup à celui de Microsoft, qui a beaucoup œuvré pour financer le développement d'OpenAI et fournir l'infrastructure qui lui manquait avec l'infrastructure Azure de Microsoft. Est-ce que c'est pas le dindon de la farce aujourd'hui, Microsoft, dans l'histoire? Je pense pas qu'ils soient dindon de la farce, parce que je pense qu'ils s'y retrouveront. Mais quelle valeur ajoutée ils ont aujourd'hui par rapport à d'autres qui pour intégrer OpenAI, comme le fait Apple aujourd'hui, Microsoft, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils ont bien misé déjà. Ils ont bien misé. Oui, ils ont bien misé. Et je pense qu'ils seront jamais perdants, à moins qu'on leur demande de partir ou qu'ils aient un autre accord. Ils vont se faire déluer, quoi. Voilà, c'est sûr. Mais je pense pas qu'ils soient perdants. Je ne vois pas qu'ils soient perdants. Et je pense pas. D'ailleurs, la valeur de Microsoft, elle a pas baissé, au contraire. Et je suis pas devin et je suis pas analyste financier pour autant. Mais je pense qu'il y a ceux qui choisissent les bons chevaux et pas le cas de celle d'Apple lors de l'annonce. Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une annonce comme ça, celui qui avance le moins vite paye un peu. Et on en voit ici, mais après c'est passager. Ils vont peut-être annoncer des belles choses. Alors pourquoi ce tel mécano financier? Pourquoi de tels investissements, même s'il n'y a pas d'échange de cash, mais il y a les enjeux au final sont énormes, que souhaite réaliser OpenAI suite à ce rachat d'IO, donc la société de Johnny Ive? À quoi travaille l'ancien designer d'Apple et ses équipes? On va tenter d'y répondre. Alors, que prépare le duo Ive-Altman au-delà des prochaines générations de logiciels et d'interfaces d'OpenAI et de ChatGPT, qui seront dessinés par Johnny Ive? Ça, c'est à peu près acquis. Donc, on va avoir du Johnny dans les prochaines applications. Pas du luxe. Ce ne sera pas du luxe, qui sont assez basiques, les interfaces de chez ChatGPT notamment. Alors, que préparent concrètement les équipes d'IO? Il y a une question très précise d'ailleurs de Mano, Laurent. Il dit quels produits vont-ils vouloir lancer? Vu le sort de l'AI Pin de Humane et du Rabbit R1
c'est difficile de savoir, mais je pense qu'on se dirige vers un appareil comme dans le film Her, tu vois, un petit dispositif qui voit l'environnement et communique avec son utilisateur. Alors, iPad, effectivement, c'était ce petit objet qui a été designé aussi par des anciens d'Apple qu'on mettait au revers de la manche, tu sais, et qui captait, qui avait sa propre puissance. Propre système d'intelligence artificielle ne dépendait pas du smartphone. Idem pour le Rabbit, hein, l'idée, c'était on va essayer de développer le device qui ne soit pas lié à l'iPhone. Donc, ce serait la même chose là, un remplaçant de l'iPhone, un nouveau type de terminal. Mais l'idée n'est pas mauvaise en soi. Tu vois, l'idée de te dire finalement... Bon, c'était un flop hein, pour les deux prédécesseurs. Oui, mais parce que c'est un flop parce qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas au niveau. Tu vois, entre la puissance, les devices, ils tenaient quelques heures. Mais philosophiquement, imagine aujourd'hui, tu aurais... tu n'aurais plus aucun terminal, tu taperais ton numéro de téléphone s'il y a besoin sur ta main, ou tu vois, il y a plein de choses. Alors ça paraît de la science-fiction, mais si on revient en 2005 et qu'on te dit que l'immense majorité de l'humanité aura un petit bloc de verre sur lequel elle tapera et elle pourra être connectée au monde, tu regardes les gens, tu dis tu racontes n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça paraît plus si fou que ça, quoi. À l'époque, on avait des téléphones pour téléphoner. Aujourd'hui, on a des smartphones. Oui. Finalement, le téléphone est presque accessoire aujourd'hui. Exactement. Et quand tu vois tout ce que fait, j'en discutais, j'ai un fils qui a 15 ans, et on discutait, mais il a vu... Il a grandi avec l'iPhone. Oui, mais surtout, il te dit, j'ai vu tout ce que le téléphone a remplacé. Et c'est marrant parce que lui, il pense que le téléphone fait tout, mais nous, il y a une époque, on n'avait même pas de téléphone, quoi. Tu vois, donc on a connu le. Donc ouais, on est dans l'évolution des technologies. Je sais pas de. Tu sais, je me souviens dans les années 2000, Nokia avait un concept, c'était un boîtier que tu mettais à la ceinture. C'était un boîtier, c'était le téléphone, c'était le centre névralgique de la communication. Et puis après, tu avais les écouteurs pour avoir l'audio, un petit clavier pour pouvoir taper. Déporté. Bon, tout était déporté. Bon, aujourd'hui, tu n'as pas envie de te balader avec plusieurs boîtes. Tu vois, tu n'as pas envie de... On l'a avec les écouteurs et le téléphone. On l'a avec les lunettes. Non, on l'a avec les lunettes. Progressivement, regarde Stéphane et Didier sont de très grands fans. Regarde, il les a là, à côté de lui. Donc, il est on a les mêmes. Non, mais toi, on est de très, très grands fans. Dans la voiture. Mon fils les a testés, le plus petit, pour le coup, ce week-end. On est passé à la FNAC, il les a testés. Il a dit, mais c'est génial. Ça me fait d'entendre la musique dans les lunettes. Il trouvait ça génial, tu vois. Mais ça va aller de plus en plus loin. Donc, on y va. Indubitablement, c'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus, on y va. Alors, on a des pistes sur ce qu'ils veulent faire, je te donnerai la parole après Stéphane. C'est encore un petit peu flou dans l'annonce officielle qui a été faite, il y a une petite vidéo qui a été faite, et puis un long communiqué de presse. Hein. Ils veulent, je cite, repenser l'ordinateur personnel à l'ère de l'IA, voilà, qui est plutôt... un peu fourre-tout. Je cite Johnny Ive, ce n'est pas pour concevoir, designer en anglais, un autre téléphone ou un autre smartphone, c'est pour redéfinir notre relation avec les technologies, ni plus ni moins. C'est pas inintéressant, Didier, Christophe ou Stéphane, d'imaginer que le futur de l'intelligence artificielle ne passera pas forcément par le smartphone. C'est juste qu'il faut se dire qu'on rentre dans l'ère de l'assistant universel. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les IA qu'on va avoir là maintenant vont être tellement riches que ça va devenir... Ils vont apprendre à te connaître au fur et à mesure de comment tu écris, comment tu parles, qu'est-ce que tu aimes, etc., qu'il va devenir un véritable assistant au quotidien. Maintenant, comment on va avoir accès à cet assistant ? On peut avoir accès avec nos téléphones actuels, c'est pas un problème. On peut avoir accès via nos ordinateurs et autres tablettes. Est-ce qu'eux vont faire autre chose et disrupter tout ça et d'avoir un truc, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais un machin qui soit... Il doit faire autre chose. Voilà. Il faut absolument qu'ils fassent autre chose. Il faut effectivement que cette intelligence artificielle qui nous suive soit hyper contextualisée. Et ça veut dire en fait entendre et voir tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. C'est à peu près une certitude. Mais ce qui veut dire que globalement, ça ne peut pas avoir la forme d'un smartphone parce que ça voudrait dire en fait qu'on doit encore se balader avec quelque chose en main et lui montrer des choses, lui dire tiens, regarde autour de moi, etc. En fait, ça va être vraiment très, très embêtant à faire. Donc en fait, la seule possibilité, c'est effectivement les lunettes ou bien alors du wearable du style, tu vois, quelque chose qu'on mettrait en fait effectivement, qu'on viendrait à poser sur sa veste et ce genre de choses, mais tout en sachant que c'est quelque chose qu'on connaît déjà hein, avec les DJI par exemple, Mic 2. C'est quelque chose qu'on utilise en fait. Tu as un petit aimant qui te permet de venir positionner le micro où tu le désires.
mais malgré tout, au bout d'un certain temps, ça déforme un petit peu tes vêtements, etc. C'est comme un petit peu lourd. Donc, tout va être une question de compromis très certainement aujourd'hui. Et là où ça me rassure drôlement, c'est que c'est Jonathan Ive qui va s'en occuper, et puis surtout la bande de génies qu'ils ont montée, et qui pourrait cette fois-ci réellement repenser à quelque chose, et pas juste un stupide smartphone, un énième smartphone avec de l'Android dessus et une surcouche, s'il vous plaît, pas ça, quoi. Merci Christophe. Au-delà, Didier, cette idée de compagnon intelligent semble pertinente et intéressante dans la mesure où aujourd'hui, j'allais dire élitiste, mais c'est un peu l'idée, les usages de l'IA via des smartphones ou via des ordinateurs sont relativement encore complexes. Ça s'est complètement démocratisé beaucoup plus démocratisé depuis un an avec l'arrivée des interfaces vocales, notamment dans ChatGPT, pas dans Siri, on va l'oublier pour l'instant. Mais il y a encore pas, il fallait rentrer un prompt, et on sait que c'est pas évident là. Il y a presque des prompteurs aujourd'hui, sans jeu de mots, pour pouvoir vraiment. C'est tout un art de savoir utiliser l'IA aujourd'hui. Il faut redéfinir cette relation avec l'appareil et avec ce compagnon intelligent. C'est presque, je dirais, le mythe de Jarvis, cher ou à Hal, cher à 2001, l'Odyssée de l'espace, ou à Iron Man. Oui, d'ailleurs, des fois, je crois qu'à la maison, j'ai Jarvis, et puis en fait, je demande l'heure, et il me dit, j'ai pas trouvé ça dans votre bibliothèque. Enfin bref. Et, ça, c'est Siri, mon chéri. Il y a quand même deux applications qui contredisent ce que tu viens de dire. Ouais. C'est la voiture. Moi, je teste des voitures là, qui commencent à avoir de l'IA, alors que ce soit la Renault 5, maintenant, j'en ai eu l'autre jour chez Kia, je crois, qui marche super bien. C'est-à-dire qu'ils commencent à te connaître. La Renault 5, ça s'appelle Renault, c'est ça, ouais, Renault. Alors, le problème, c'est que souvent, comme ils négocient des contrats avec des versions de GPT qui sont un peu anciennes, ils sont un peu nuls, mais c'est déjà vachement mieux que tout ce qu'il y avait avant, et du coup tu peux te retrouver dans des moments où il dit ah oui, au fait, est-ce que vous voulez aller au boulot comme tous les matins, attendez, j'ai trouvé un bon itinéraire, ouais, attends, mets-moi la clim, j'ai un peu chaud. Tu peux commencer à discuter vraiment. En fait, les gens vont avoir de l'IA comme ça, c'est-à-dire déjà dans la voiture où c'est hyper pratique, ça t'évite d'aller toucher les écrans et tout, et vraiment, tu sais, enlève-moi les alertes de survitesse, enfin plein de trucs qui vont au-delà d'un simple Siri, quoi, qui vraiment apprennent à te connaître petit à petit, qui reconnaît ton profil, etc., etc. Et pourquoi j'ai mis mes lunettes? Parce que moi, je pense que Johnny Ive, ça fait un moment qu'il discute. En fait, il fait ce que Tim Cook ne fait pas. Ce que Steve Jobs faisait, c'est-à-dire d'aller discuter avec la Silicon Valley en permanence, d'aller discuter des produits, de l'avenir, etc. Et je pense que ça fait un moment qu'ils se cherchent effectivement et qu'ils ont un produit en tête. Et moi, je ne vois pas comment ça peut être autre chose que des lunettes, parce que c'est le seul produit qui te permet, entre guillemets, d'avoir des caméras à bonne hauteur, d'entendre sans avoir un dispositif connexe, à moins d'avoir des écouteurs, tu vois, des choses comme ça. Donc, je suis persuadé que ce sont des lunettes. Aujourd'hui, les Ray-Ban Metal sont incroyables, mais l'IA est pas ouf. C'est-à-dire que tu lui demandes qu'est-ce que c'est, il dit ça, c'est un ordinateur. Toi, t'aimerais des trucs beaucoup plus pointus, t'aimerais le chat GPT vocal dedans. Et en fait, je pense que des lunettes vraiment bien faites, avec un bon design, avec une bonne autonomie, avec des bons capteurs, avec tout ce que c'est faire, entre guillemets, Apple, on en rêve un peu tous. Et en fait, le nerf de ça, c'est quand même l'IA. C'est-à-dire que Apple peut pas les faire, parce qu'aujourd'hui, là, Apple peut plus faire de HomePad, elle peut pas faire de lunettes, parce qu'elle a pas l'IA. Et en fait, quand tu pars avec l'IA, c'est plus facile de faire un dispositif derrière. Et je suis persuadé que c'est pas un AI-pin et tous ces trucs à te mettre sur Enfin, je vois pas les gens se balader avec des trucs comme ça. Tu changes de veste, tu changes de t-shirt l'hiver et tout. Enfin, c'est impossible que ce soit un truc comme ça. Et il faut que tu entendes le son. Donc, je suis sûr qu'ils travaillent sur des lunettes. Tu vois, je me mettrai pas ma main coupée, mais c'est le seul appareil qui me permet aussi potentiellement d'afficher des choses, ce qui manque un peu à la fin à l'IA, quoi. Alors, au-delà, c'est pour ça qu'à longueur d'émission, on insiste autant, et c'est la raison pour laquelle on est autant critique envers Apple ces derniers mois autour de l'IA, parce qu'effectivement, l'impact de l'IA va bien simplement au-delà d'intégrer IA à iOS et d'avoir un Siri intelligent. C'est redéfinir l'usage de la technologie, ni plus ni moins, et c'est ce auquel travaille aujourd'hui Johnny Ive. Il semblerait que, d'après les premières rumeurs qui ont fuité, Laurent, ce n'est pas le chemin que prend Johnny Ive de concevoir des lunettes. Hein. Non, on a Ming-Chi Kuo, toujours, hein, c'est toujours... Analyste chinois, hein, c'est ça? Ouais, donc de TF International Securities, il dit que OpenAI et Johnny Ive prévoiraient le lancement d'un appareil d'IA porté autour du cou. Donc, qui ne serait pas, sans rappeler, le premier iPod Shuffle. Celui qu'on portait blanc, ouais. Donc, du coup, tu pourrais avoir possiblement un retour avec l'écran, tu vois, Là, il n'y aurait pas forcément d'écran, justement. On ne sait pas, tu vois. Il n'y avait pas d'écran sur l'iPod Shuffle. Hein, je sais, c'était le truc blanc que tu mettais, mais... Ce sera un truc.
Ce serait un truc qu'on n'a jamais vu. Et un truc. Je sais pas comment on peut l'appeler, c'est un truc. Voilà. On en sait un peu plus sur ils en sont où? C'est un projet, c'est un prototype, c'est quelque chose qui va arriver prochainement, Laurent? Non, alors toujours la même chose, hein, là on est dans la supputation, hein, j'ai l'impression qu'on fait une émission sur le prochain iPhone, quoi, mais là c'est 2 générations ou 3 générations d'avant. Ningxico dit que ça devrait rentrer en production en 2027. Alors 2027 c'est loin. Ouais, mais c'est pas si loin que ça, c'est que dans 1 an et demi, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, d'ici la fin de l'année, GPT-5, qui est donc la nouvelle version qui va sortir, permettra aux utilisateurs d'utiliser l'IA comme un assistant personnel. Un vrai. Et là, je pense que beaucoup de choses changeront. Il y aura un avant et un après. Encore une fois, parce qu'il y en a tous les jours, mais bon voilà, mais mais là, on atteindra, je pense, à un certain niveau et à une forme d'infini en nombre de paramètres qui seront disponibles. Donc voilà, Didier Christophe, vous achetez ce type de produit, sachant que, toujours selon Ningxico, mais ça reste du domaine de la rumeur, mais il est plutôt bien renseigné, que ce soit Mark Gurman ou Ningxico, ils se trompent rarement. Ils ont raison sur la durée, mais ils ont souvent raison. L'appareil n'intégrerait pas d'écran et par contre, il utiliserait des caméras et des microphones pour la sensibilisation, je cite, à l'environnement, être en permanence à l'écoute. Ce qui n'est pas forcément dans la philosophie et l'ADN d'Apple autour de la collecte des données. Hein, mais passons. Non, mais effectivement, c'est ce qu'il lui faut. Il lui faut des yeux et des oreilles à l'intelligence artificielle pour pouvoir opérer correctement, pour pouvoir te conseiller correctement. Et tu dois faire en sorte, malgré tout, de ne pas devoir lui rappeler sans cesse, tiens, regarde ceci, fais cela, fais cela. Et donc, effectivement, le fait qu'elle capte de l'information en permanence, ça me paraît être une évidence. Après, est-ce qu'il y aura des écrans, pas d'écran? Qu'est-ce que c'est qu'un écran? Est-ce qu'éventuellement, une projection sur un verre de lunettes, ils appelleraient ça un écran ou ils n'appelleraient pas ça un écran? Ça, c'est encore autre chose, tu vois. Mais oui, les caméras et les microphones, ça paraît être évident que c'est ce qui va nourrir l'intelligence artificielle et que c'est ce qui va lui permettre d'interagir avec le monde. Mais encore une fois, ça rappelle, Stéphane, le concept de la broche AI, on en parlait tout à l'heure, PIN. Human, ouais. De Human, ouais, et qui c'était un échec retentissant. Qui a été racheté quelques dizaines de millions de dollars par HP. Ouais, voilà, et encore, je ne sais même pas si ça va. Donc alors, quelle différence Alors, là, on parle bien sûr, c'est des rumeurs. Donc la différence notable, ce serait que l'appareil d'OpenAI se connecterait au smartphone et au PC pour bénéficier de sa puissance de calcul. Donc, il n'y aurait pas de puissance. Le défaut de Human serait gommé parce qu'effectivement, il était hyper lent. Hein. Voilà. Et ce projet représente donc une poussée majeure dans ce que les analystes appellent l'IA physique, où l'intelligence artificielle donc, se déplace hors de l'écran et dans des appareils portables activés par la voix et de façon contextuelle. Voilà. Donc c'est vraiment une vision différente des lunettes que tu utilises au quotidien ou tout à fait. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr que les entreprises comme Meta ou Google, eux, ils sont plutôt alliés comment dire, ce qu'on appelle dans l'informatique ambiante. Ça rappelle plutôt le produit de... Ou un Apple Watch. Oui, l'Apple Watch. Une version numérique d'un produit existant. Là, c'est une nouvelle famille de produits qui n'existe pas aujourd'hui. Ouais, c'est un nouveau truc, c'est pour ça que j'ai un truc. Et donc c'est vrai que ça rappelle un produit qu'on a bien aimé ici, qui s'appelle Plaude. Ouais, tu nous en as souvent parlé, Laurent, dans cette émission. D'abord, tu as utilisé la version qui se colle au dos de l'iPhone. Ouais. Cette petite carte de crédit qu'on a présentée à Vivatech l'année dernière. On sera en rendez-vous d'ailleurs cette année, tous les jours sur Vivatech. Soyez avec nous pour On refait Vivatech. Vous pouvez venir d'ailleurs assister à l'émission tous les jours à la porte de Versailles. Et puis surtout que Plaude a présenté un nouveau produit qui s'accroche autour du cou. Oui, tout à fait. En fait, donc il y a la version extra plate que tu colles derrière ton téléphone. En fait, ils ont sorti une version un peu plus comme une grosse gélule, tu vois, de comprimé, qui enregistre potentiellement toi toute ta journée et qui te fait la synthèse de tout ce que tu as entendu dans la journée. Et c'est connecté à l'iPhone en permanence. C'est connecté à l'iPhone. Donc mais tu vois, on n'en est pas loin, quoi. Tu vois, je veux dire, on n'est pas loin déjà. C'est intéressant de voir le nombre de réunions Zoom, Teams, Meet que je fais où les gens me disent je rajoute une personne pour enregistrer, pour avoir la synthèse à la fin. Donc demain, ça nous paraîtra incroyable de faire un Teams, tu vois, sans qu'on ait une synthèse qui est rédigée par quelqu'un. Tu vois, on aurait tous rêvé d'avoir quelqu'un d'un scribe qui nous fasse la synthèse des actions. Laurent, tu dois faire ça. Et dans l'absolu, les réunions peuvent être plus rapides. Aujourd'hui, on faisait des réunions longues et on ne faisait pas de synthèse. Demain, on fera des réunions plus rapides et qui en plus avec une synthèse parce qu'on saura qui doit faire quoi. C'est peut-être pas mal, hein. On se posait la question si Apple devait sortir ce type de produit, parce que si on est là aussi, c'est dessiner ce que nous prépare Apple dans les années ou dans les mois qui viennent. Encore une fois, comment ce type de produit qui vous écouterait, j'allais dire vous surveiller en permanence. On a vu déjà la polémique il y a peu sur l'iPhone qui vous surveille en permanence. Bref, passons. On a fait faire une émission, puis finalement on a dit
On a renoncé pour des raisons qui fait que, selon nous, c'est un peu exagéré cette polémique, mais passons. Concrètement, comment ce type de produit peut être compatible, Didier, Christophe, avec ce que souhaite Tim Cook, et c'est son mantra et sa manière de travailler depuis que Steve n'est plus là, permettre que les données personnelles soient privatisées, soient confidentielles. Et au-delà, c'est pas très compatible avec la culture européenne, avec l'Union européenne. Comment on peut sortir des produits comme ça aujourd'hui? C'est impossible à commercialiser en Europe, ou presque. Alors le truc, tu vois, c'est que quand tu interviens, enfin quand tu échanges avec ChatGPT, si tu lui demandes à un moment donné des conseils médicaux, par exemple, il va pas forcément te les donner, ou alors il va vraiment attirer ton attention sur le fait que tu dois converser avec un médecin. Et ça, c'est tout simplement en fait une couche d'abstraction qui vient s'ajouter à ce qu'on appelle le modèle, donc la base de données de connaissances de l'intelligence artificielle. On pourrait très bien imaginer en fait que demain, Apple fasse exactement la même chose, dans le sens où elle va vraiment faire en sorte de quelque part te protéger comme Disney le faisait à une époque en fait avec les dessins animés, comme Apple le fait avec les applications. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ils vont sans doute faire toute une partie en embarqué, là où ils peuvent le faire, pour faire en sorte que les données ne soient pas partagées, ou en tout cas soient anonymisées un maximum. L'idée, c'est de ne pas collecter vos données pour les vendre à des sociétés tiers, comme pourrait le faire aujourd'hui. Alors voilà, le truc, c'est ça, c'est que un des secrets aussi, et ce qui va permettre aussi d'avoir la confiance des utilisateurs, c'est que les données soient, en tout cas les modèles soient en local et qu'on puisse savoir tout stocker. Et c'est une vraie question. Vous êtes tous fans des Meta, et je suis d'accord avec vous, le produit est génial, les Ray-Ban, mais Meta, je vous rappelle qu'il a été mis, il y a encore une polémique récemment, pris la main dans le pot de confiture, parce que les données, il les collecte, il les commercialise, et voire même il les déforme pour pouvoir diriger une opinion vers un camp et une pensée qui correspond à des campagnes bien particulières. Il s'est même passé quelque chose cette semaine, jusqu'au 27 mai de cette semaine, on avait la possibilité d'empêcher justement que nos datas soient prises sur Messenger, WhatsApp, Instagram, etc. par une petite manipulation un peu complexe parfois, mais il fallait le faire pour pouvoir éventuellement ne pas avoir ces données aspirées. C'est sûr que voilà, il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils fassent vivre cette IA. Néanmoins, il y a des limites. Il y a des limites. Les données personnelles, les données de santé, on ne touche pas. Voilà. Et donc là, c'est vrai que peut-être ils vont jouer les Robins des Bois, comme essayer d'être Apple aussi, mais c'est sûr que c'est quelque chose, ça va être clé. Ça va être clé. Ouais. Pardon, Christophe, je t'ai coupé. Le truc, Olivier, aussi, c'est qu'on peut, par rapport au positionnement, tu vois, par rapport à tout ça, on peut se demander où va Apple. Est-ce que finalement, Apple va faire évoluer son Apple Vision Pro pour qu'un jour ça devienne tout simplement en fait un accessoire portatif, en fait comme des lunettes, comme l'évoquait Didier, et que finalement ils sont déjà en train d'y travailler, ou est-ce que demain en fait Apple a raté complètement la marche et vont être les suiveurs et donc quelque part vont voir demain le travail de OpenAI avec Jonathan Ive et se diront finalement on copie en fait et on fait notre version de ce nouvel objet, quoi. Didier, ton sentiment sur cette nécessité aussi de voir arriver de nouveaux produits, mais les risques qui en découlent, les difficultés de réglementation qui sont très particulières en Europe, qui veulent défendre le consommateur et la collecte des données, et la philosophie d'Apple qui va plutôt dans ce sens, même si aujourd'hui elle est pointée du doigt, pas toujours à juste titre. Et est-ce que justement Apple s'est pas foutu dedans en filant toutes les données à Google, en le mettant par défaut dans Google Maps, puis après dans la recherche? Tu veux dire que plutôt que les exploiter eux-mêmes? Bah oui, parce qu'au final, de toute façon, c'est impossible de faire de l'IA sans data. Et on le voit aujourd'hui dans Plan, par exemple. Plan est pas très bon à cause de ça. Ils ont pas fait de site, ils ont pas fait vraiment ils ont pas intégré ça dans des bagnoles. Enfin, ils ont que leurs propres données et du coup le truc est nul. Et c'est un vrai problème chez Apple. Apple, en fait, sa seule force, c'est qu'elle a accès à tes données perso. Donc elle pourrait te faire des IA locales super bien avec des Siri, tu vois, qui interviennent bien chez toi, ou tes données restent chez toi avec des modèles locaux et tout. C'est des trucs qu'on attendait, qu'ils n'ont pas été capables de faire non plus. Mais pour moi, c'est un peu comme si tu demandais est-ce qu'Apple peut faire un moteur de recherche. Ça me semble impossible en l'état avec leur politique, avec leur façon de faire et avec même leur historique sur la partie service. Ils sont assez nuls quand même là-dessus. Alors que Didier, tu dis OpenAI peut te faire un moteur de recherche, tu dis oui, bien sûr, c'est évident. Bah oui. Et ils l'ont fait d'ailleurs. Et ils le font. Bah oui. Ouais. C'est ça qui est dingue quand même. Et Google, je prie de croire qu'ils ont entre guillemets chaud aux fesses. C'est pour ça qu'ils ont réagi autant à Google I.O. la semaine dernière. Mais on y reviendra la semaine prochaine. En tout cas, une chose est sûre, Altman, le patron d'OpenAI,
et le papa de ChatGPT, a beaucoup d'ambition et prévoit de produire ni plus ni moins pour cet appareil de nouvelle génération, de produire 100 millions d'exemplaires d'ici l'année prochaine. Là, c'est un autre chantier qui se présente face à OpenAI et face à Tony. C'est freudien, je pense à Tony Fadell. À Johnny Ive, passer du soft comme au matériel, c'est pas évident. C'est une boîte d'intelligence artificielle, c'est une boîte de soft. Ils ont déjà des difficultés à produire des interfaces, mais alors du matos, c'est pas facile, Laurent. Hein. Non, c'est très dur. C'est très dur. Bon, après, ils sauront s'entourer, hein, mais... On a eu quelques précédents d'exemples où ça a mis des années avant que ça puisse se décoller. Je pense à Microsoft, notamment. Après, oui, tout à fait, bien sûr. Et il y a même des produits que Microsoft n'a jamais réussi à lancer malgré son expertise. Hein. Après, ils ont des produits, ils ont quand même une gamme hardware qui fonctionne. Ça fait 15 ans maintenant que les produits... Ouais, même 25 ans, ouais. En matériel, hein. Il y a eu les Xbox, il y a eu les premiers PC tactiles, les tablettes sous Windows, souvenez-vous, et puis ils sont revenus, ils sont repartis. Cet écran, ce téléphone étonnant qui était pliant, l'écran n'était pas pliant, mais qui avait fait un flop monumental. Faire du hardware, ça ne s'improvise pas, quoi. Non, c'est très très dur. Mais après, les gars ici, ils vont avoir purée de Jonathan Ive dans leurs équipes. C'est un truc de fou furieux. Non, mais faire le produit, ils savent faire chez Microsoft. Mais derrière, il faut le vendre. Derrière, il faut la logistique pour le faire. Et on sait qu'aujourd'hui, la logistique, en revanche, on peut faire confiance à un Tim Cook de dire au moment où j'annonce un iPhone, il est présent dans toutes les boutiques, dans tous les Apple Store dans le monde entier. Ça, c'est aussi une force. Et c'est la principale force d'Apple aujourd'hui, face à la concurrence. Ouais. Oui et non. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque où Apple avait des problèmes de logistique, ça faisait aussi monter les attentes. Et ça faisait en sorte de raréfier le produit également. Donc... oui, c'est génial d'avoir un Tim Cook aujourd'hui à la tête qui fait rouler en fait et qui fait en sorte qu'on ait les MacBook Pro M4 sur nos tables, voilà, en quantité. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment ça qui fait perdurer une boîte dans le temps? Je sais pas. Tu vois. Une petite réaction sur Twitter, Laurent, je crois. Ouais, on a Pogam Antoine qui dit: doit-on imaginer qu'Apple puisse devenir le BlackBerry au moment de la sortie de l'iPhone Edge? C'est marrant, j'ai vu une interview du patron de BlackBerry au moment de la sortie et c'est incroyable. Hein. Il nie tout ce qui est en train de se passer, quoi. Comme Nokia. Non, mais ce que je veux dire, c'est on se rappelle tous de l'histoire, mais je me rappelle-la en 2 mots. Non, mais en fait, grosso modo, il explique qu'il tient exactement le même discours que de Microsoft, comment il s'appelle? Steve Ballmer. Steve Ballmer. Voilà. Un autre Steve, mais pas le même. Steve Ballmer, il tient le même discours, c'est-à-dire que sans clavier et sans sécurité, il n'y a aucune chance. Et en fait, que les gens n'ont pas du tout envie d'aller il dit ouvertement, les gens n'ont pas envie d'utiliser leur téléphone pour aller se balader sur Internet et que ce soit ce n'est que pour travailler, c'est un terminal de travail. Donc, c'est la même chose. Hein. Oui, pour lui, il se sentait protégé du fait que le BlackBerry était vraiment le standard dans les entreprises pour l'XML, était un objet B2B, alors que l'iPhone était un objet grand public, et c'est le grand public qui a amené l'iPhone dans les entreprises. Ouais. Après, BlackBerry a vécu 3 jours difficiles en octobre 2008 de mémoire, où le système BlackBerry a été bloqué pendant 3 jours. Et là, ça a été le coup de grâce, quoi. Ça a été le coup d'épée qui les a dans le cœur, quoi. En tout cas, c'est l'enjeu pour Apple. Est-ce que les usages de l'IA vont migrer sur un autre appareil que l'iPhone? Et si oui, lequel? Produit dédié à 100% comme des lunettes connectées comme les Meta. Que prépare Apple? On va essayer d'y répondre modestement dans la rubrique Busomètre. On enchaîne bien, hein, comme chaque semaine. Le Busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple. Et cette semaine, Didier Policani est de retour. Et oui, les amis, et en plus, il y a du lourd cette semaine. Et déjà, on parle un peu de la WWDC. Ça fait quelques mois que la DubDub révèle un peu ses secrets. Enfin, plus ou moins, parce qu'il n'y aurait pas de révolution IA a priori. Et du coup, tu vois, c'est un peu regarder mon doigt, regarder la lune. Là, je vais vous changer de design, voilà, histoire de vous occuper un petit peu. Donc, tous les OS auraient le nouveau design un peu inspiré du Vision Pro, qui est plutôt sympa. Moi, j'aime bien les interfaces. Franchement, ça changeait un petit peu. Et c'est vrai que ça fait longtemps là que ces interfaces, elles ont pas évolué. Donc, je trouve que ce serait le bon moment finalement, tu vois. Mais si ça se trouve, ça fait 1 an et demi qu'ils bossent dessus en se disant bon, on n'a pas d'IA, mais on va essayer de faire ça.
Après, c'est sûr que tous les développeurs, ils sont pas toujours ravis de ça parce qu'il faut refaire beaucoup de choses dans les interfaces. Donc, c'est beaucoup de boulot, surtout pour les petites boîtes qui mettent souvent beaucoup plus d'énergie à juste mettre à jour les applis avec les dernières API que de développer de nouvelles features. Voilà, ça, c'est souvent un petit peu plus problématique. Ce serait l'évolution de design, selon Mark Gurman, qui a encore une fois sorti l'info, la plus importante du design d'iOS depuis iOS 7. Je vous rappelle qu'iOS 7 a été designé par les équipes et par Johnny Ive, qui a pris le pouvoir du design à ce moment-là, après le décès de Steve et le départ de Scott Forstall. On parle de Donald Trump après, pour rebondir sur l'émission qu'on a fait il y a quelques semaines déjà. Bah oui, parce que tu sais que si c'est toute la petite guerre avec Tim Cook, je t'aime moi non plus. Maintenant que Trump a vu que c'était pas possible de produire aux US et que Cook a tout fait pour essayer de quitter un petit peu la Chine pour aller vers l'Inde, il semble que Cook soit pas très très content. Pour autant, ils veulent pas forcément discriminer Apple face aux autres constructeurs de smartphones qui sont essentiellement chinois, il faut le dire. Du coup, ils voulaient mettre une taxe pour tout le monde, tu vois, à 25%. Voilà, mais en fait, ce que dit Trump, tu vois, c'est valable un jour, puis le lendemain, c'est déjà faux. Ça se trouve, au moment où on aura publié l'émission, il aura encore sorti un autre truc. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut faire un petit peu bouger les lignes, mais c'est amusant parce que Tim Cook, tu vas penser avoir effectivement le Brésil, l'Inde et tout dans sa manche, ben, tu t'aperçois que Trump, il est pas fou, il a bien compris le concept et que, en fait, ça va pas changer grand-chose. Ça protège Apple surtout des problèmes comme pendant le Covid, par exemple. Les droits douaniers, c'est au mois de juillet, il les a prolongés encore, l'application, au mois de juillet, 9 juillet, bientôt. Donc il y a encore quelques épisodes. C'est effectivement, je pense qu'il n'est pas idiot, il le savait bien, mais simplement ça s'est vu, ça s'est dit. D'après nous, modestement, on a fait l'émission, mais on a bien compris que Tim Cook a trouvé la parade en sortant non pas la production de l'iPhone, hein, c'est juste entre guillemets, c'est de l'assemblage en Inde avec un coût de prod bien sûr bien moindre qu'aux États-Unis, même s'il y a beaucoup de robotisation, mais il y a aussi de la main-d'œuvre disponible. Et le problème, c'est que ça s'est su, ça a fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de retombées sur les réseaux sociaux et dans la presse, c'est que il faut qu'il montre quand même son désaccord. Mais effectivement, tu as raison, de l'eau risque de couler sur les ponts. Une réaction peut-être à ça, messieurs, ou on enchaîne? On peut enchaîner. On enchaîne. Allez, on parle. On a juste un petit commentaire quand même sur le YouTube Live de Sébastien Marcouch qui dit Johnny avait quand même des idées sur l'Apple Watch qui n'étaient pas forcément les bonnes. Se rappeler de l'Apple Watch de luxe. Tu vois, sur un modèle que je change tous les ans, ça n'a pas de sens de faire une Apple Watch de luxe. On a aussi sur le design, quand il a voulu le faire hyper fin, alors on ne sait pas si c'est lui ou Schiller qui met avec tous les problèmes de clavier, quoi. Ouais, alors on en reparlera dans un instant, mais pour habile transition, l'Apple Watch, c'est l'objet de la prochaine rumeur. Et pas une rumeur, c'est une info, Didier. L'Apple Watch est-elle devenue ennuyeuse? Ça pourrait faire un bon sujet d'émission, parce que ça fait quelques années, depuis la Ultra, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, on voit les wearables, tu sais, trimestre après trimestre, ça baisse un peu. Il y a les AirPods dedans, je pense qu'ils doivent sauver un petit peu la mise, mais c'est vrai que l'Apple Watch, c'est plus forcément le produit trendy de ces dernières années. Et du coup, Xiaomi serait passé, alors c'est Catalyst qui le dit, puis bon, faut voir un peu les métriques qu'ils ont, mais c'est la tendance quand même qui est intéressante de voir que effectivement les Chinois commencent à faire des montres qui sont très sympas et avec des systèmes un peu matures. Maintenant, je ne sais pas si vous avez testé un peu les montres Android récemment, mais ça commence à être plutôt pas mal. Et effectivement, voilà. Après, il y a Garmin qui tient toujours un petit peu le pavé. Mais c'est vrai que voilà, l'Apple Watch peut-être perd un peu des parts de marché en ce moment. Voilà, on se retourne de 15%. Alors, qu'est-ce que c'est pas une montre connectée, ça, monsieur Degram? Ça, c'est une montre que j'avais 10 ans. C'est beau, c'est une montre hyper récente, tu vois, regarde. Ouais, avec la calculatrice intégrée. Mais oui, mais effectivement. J'en rêvais, ton gamin. Tu peux même. J'en avais une. Voilà, exactement. Tu peux même calculer dessus, en fait. Si tu peux faire tes additions, tes divisions. C'est un truc de dingue. Et les racines carrées. C'est interdit à l'école, ça, monsieur. Sinon, t'imagines aujourd'hui ce qu'on peut faire avec l'IA au lycée ou au collège, et nous, on nous interdisait la calculatrice. Hein. Donc, moi, j'avais une HP 28S qui était cachée sous le bureau. Qui était comme un ordinateur qui s'ouvrait comme ça. Je l'ai retrouvée, elle marche encore. Et je faisais. Et c'est pas bien, je peux le dire maintenant, mais j'avais tous mes cours dedans. Mais il faisait ses antisèches. Qu'est-ce que je cartonnais sur la calculette. Oui, c'est bien fait un peu. On a tous fait. C'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas moi qui aurais fait ça. J'ai même vu un petit tuto sur J'ai même vu un petit tuto sur Instagram d'un gamin qui a mis une coque sur son iPhone, qui reprend le coque d'une calculette Casio au Texas Instruments, tu sais, qui sont autorisés par l'Éducation nationale. Et l'interface qu'il met en face avant, le fond d'écran, c'est
L'interface, c'est l'interface de la calculette. Donc, posée sur le bureau, on croit que c'est... Et en fait, il a tous ses cours sur l'iPhone. Génial. Moi, je trouve ça remarquable. T'es enthousiaste pour les tricheurs. Mais non, c'était pas de la triche, c'était des anti-sèches. C'était pour rien oublier. Voilà, c'est ça. Il faut dire ça. Didier, on enchaîne avec les lunettes, justement, chez Apple. Il y a du nouveau. Oui, je sais pas si d'ailleurs ils interdisent maintenant les lunettes connectées en amphi, mais c'est rigolo. Ça a posé problème. Ah, ça pose problème, ouais, je te confirme. Ouais, bah non, mais t'imagines le truc un peu. Surtout qu'il y a plein de trucs chinois qui sont un peu plus discrets et qui sont pas très connus. Et justement, on parle de lunettes. Donc là, bon, c'est Gurman, tu vois, un petit peu le bras droit de Tim Cook dans les médias. Le confident, cher ami. Ouais, on va dire la ligne rouge, le téléphone rouge. Ouais. Et donc, d'après Gurman, Apple serait en bonne voie pour sortir ses lunettes d'ici fin 2026. En fait, ce qui est fou, c'est que quand tu réfléchis, les lunettes, ils ont quand même tout ce qu'il faut. Hein. Les AirPods, toutes les technos d'annulation de bruit, de machin et tout. C'est incroyable quand même. C'est un produit Apple, quoi. Sauf l'IA. Sauf l'IA, oui. Voilà, parce que si on a Siri au bout, personne ne va acheter ça. Hein. Enfin, franchement, c'est ridicule, quoi. Mais bon, après, tu as Apple Music, tout ça. Enfin, tu peux avoir quand même pas mal d'interactions intéressantes. Donc le projet, c'est pas de faire un Vision Pro 10, hein, soyons précis, Didier, c'est vraiment de faire la version Apple des méta de Google. Mais le problème, c'est qu'elles existent déjà, les Ray-Ban Meta. Donc en fait, s'ils nous font la même chose que ça, je sais pas, tu vois, il faut vraiment que le Siri soit au moins à la hauteur de l'IA de Facebook. Donc c'est les même pas données encore personnelles, peut-être, mais bon. Et 2026. 2026, qui est quand même demain, hein, ça veut dire que le truc marche, il y a déjà des protos et tout, a priori. Hein. Dans le même temps, on apprend aussi qu'Apple abandonnerait l'idée d'une caméra dans l'Apple Watch. C'est qu'on était plusieurs enfin, je sais pas, moi j'ai toujours rêvé de pouvoir prendre des photos et tout, c'est assez cool. Des fois, t'as que la montre, j'en sais rien. Pour faire un FaceTime. Ouais, faire un FaceTime, ou des fois tu peux faire des photos, tu sais, t'as pas envie d'emmener ton téléphone, tu peux emmener ta montre. Mais bon, on voit bien le problème. Hein. Le problème, c'est la vie privée, tu vois, j'en sais rien, les cabines d'essayage, enfin tous les trucs auxquels on pense pas. Mais encore une fois, tu vois, ce concept, c'est tant mieux, de la vie privée, freine Apple dans ses développements. Non, mais le truc, c'est que c'est comme les AirTags qui veulent pas être des vrais trackers, alors que les vrais trackers existent. Des caméras dans les montres, ça existe depuis des années. Enfin, en fait, avoir le cul entre deux chaises. Ils se masquent, ouais. Et puis bon, c'est leur politique, commerciale aussi. Ils veulent, ils nous ont vendu ça pendant des années. Ils peuvent pas se dire maintenant, on s'assoit dessus, c'est normal. Mais c'est sûr que de trouver des parades à ça, c'est pas si évident quand même. Hein. Bon, mais c'est drôle parce que tu vois dans les commentaires là, des fois sur les Ray-Ban Meta, j'avais des gens qui me disaient ouais, mais vous vous rendez compte, on va être filmé partout. Je dis mais tu peux filmer avec ton téléphone aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas différent des lunettes. Hein. Tu peux déjà filmer quoi. Ton téléphone, il peut filmer les gens. Ouais. Tu peux filmer sous les jupes des filles. Tu peux faire toutes ces conneries. Donc je vois pas le problème à mettre ça dans d'autres appareils. Sous les jupes des filles. Surtout on a le petit voyant qui montre qu'on filme. Il faut être en plus très les lunettes, souple, ouais, c'est même plus visible finalement avec le voyant. Donc c'est bizarre. Mais bon, je sais pas. Les gens sont un peu schizo avec ces histoires de vie privée. Je trouve qu'on est près à donner plein de trucs pour avoir des réductions à Carrefour et puis alors attention, s'il faut donner un pire, on installe TikTok, ça suffit. Mais tous les réseaux, c'est je donne ma vie. Hein. Et puis on le répète à longueur d'émission chaque fois. Alors on a un public plutôt bien renseigné et très quali, et on les remercie de nous suivre. Chaque fois qu'on fait un sondage en disant la vie privée, c'est le dernier point qu'ils retiennent sur une fonctionnalité qu'ils souhaitent au sein d'Apple. Hein. Ils préfèrent avoir un Siri qui marche. Alors évidemment, quand on exploite vos données à votre insu, ça les embêterait, mais ce n'est pas un argument de vente principal. Il faut déjà proposer de l'innovation et après on verra si elle est virtueuse, cette innovation, c'est très bien. Voilà. Et avant, il faut de l'innovation. Et puis, breaking news, encore une breaking news, mon cher Didier, énorme hein, celle-là. J'avoue que ça m'a fait un peu rigoler quand même. Apple travaillerait sur une nouvelle version du calendrier. Mais si tu veux, j'ai plein d'autres infos. Apple travaillerait sur une nouvelle version de Numbers. Apple travaillerait sur une nouvelle version de iMovie. Ça fait quoi? Apple travaillerait une nouvelle version de Mail. Depuis le regretté Jean-Marie Hulot, hein, c'est depuis le regretté iCal de Jean-Marie Hulot qu'il n'a pas évolué le calendrier. Hein, mais non, mais tout, même iMessage, c'est quand même, ça évolue pas ces trucs. C'est fou. Les logiciels d'Apple, ils sont pour moi au point mort en ce moment. Et c'est étonnant parce que là, tu vois, au-delà de l'IA, je trouve qu'ils sont vraiment au point mort. Là, on commence à avoir, même sur les applis un peu pro, là, ça commence à devenir un peu inquiétant, même qu'il n'y ait pas un peu plus de trucs, là. Tu sais, fais un graphique sous Numbers, c'est le même qu'il y a 15 ans, quoi. Enfin, Apple, c'était les rois de tout ça, de mettre des... moi j'utilise encore un peu. Non mais tu sais pour faire des jolis graphiques c'était sympa. Tu sais c'est comme Keynote quoi. Keynote c'est ça pour ses bench. Il fait ça dans ouais mais du coup je savais pas quoi faire. Ceux d'Excel commencent à être plus jolis. On va pas aller sous Excel quand même. Tu vois c'est un peu triste. Qu'est-ce que tu veux, tout un symbole. Donc voilà, vous aurez peut-être une version de calendrier en 2026, je sais pas. Comme quoi il ne faut pas désespérer les amis. Merci beaucoup pour ce magnifique et passionnant Buzomètre mon cher Didier. On se retrouve la semaine prochaine. On enchaîne avec le retour d'un tandem
qui, on est sûr, va rayonner sur toute la tech. Allez, on va parler d'un retour d'un tandem créatif après Steve Jobs et Johnny Ive. Place à Sam Altman et Johnny Ive. Mais en préambule, pourquoi on s'intéresse autant à Johnny? En quoi il a été si important dans l'histoire d'Apple? Quand même un bref rappel pour les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent et qui n'ont pas forcément subi les 15 saisons précédentes d'en refait le Mac, Laurent. Il était le patron du design d'Apple depuis 1996 et le retour de Steve Jobs à la direction, à la barre du paquebot Apple. Il a signé le design de produits emblématiques, on peut même dire mythiques, à savoir l'iMac G3 en 98, l'iPod en 2001, l'iPhone en 2007 et l'Apple Watch en 2014. Donc tu vois, des produits qui... De petits produits qui n'ont absolument pas marqué l'industrie. Voilà, qui ont un peu défini l'industrie et d'ailleurs son design était... terriblement copié, hein, tu vois, les ordinateurs. Ça a inspiré bien au-delà du milieu de l'informatique. Juste d'Apple, bien au-delà, donc toute l'informatique, toute la tech, mais même en dehors de la tech. Donc, il faut, donc c'est pour ça qu'on consacre cette émission, parce que l'impact, même s'il était entouré, même sur la fin, il n'avait pas forcément... Aujourd'hui, il a plus 20 ans, mais depuis, il n'a plus forcément l'enthousiasme lorsqu'il a débarqué du Royaume-Uni pour arriver chez Apple à la fin des années 90 ou à la fin des années 80. C'est important qu'il soit européen d'ailleurs dans sa vision du design de l'objet, mais passons, on en reviendra dans un instant. Et puis l'importance de San Francisco dans son histoire. Mais peu de personnes peuvent se targuer aujourd'hui d'avoir autant impacté le quotidien des gens avec autant de produits. Un designer va peut-être concevoir une voiture qui a marqué son temps. On pense, tu parles, toi, le concepteur on pense à Gilles Vidal, par exemple, chez Renault, qui fait des remarquables objets et qui a réinventé la Renault 5, ou il a fait la 3008, par exemple, chez Peugeot. Mais Johnny Ive, lui, il a fait l'iPhone, le Mac, l'iPad, le MacBook Pro, l'iMac, les AirPods, enfin, j'en oublie, quoi. C'est vraiment un gars qui a contribué de manière indirecte ou indirecte, véritablement, à changer notre quotidien. Au-delà, Stéphane, c'était aussi quelqu'un qui cultivait, qui avait une manière de travailler qui était... j'allais dire familial, mais très proche de Steve Jobs. Le duo, c'est très important pour lui. En fait, pour le design, ou dès qu'on est en créativité, travailler seul, c'est un pari impossible. On a quelqu'un qui travaille, on travaille souvent en binôme, comme un ping-pong. Et les deux donc partageaient une vision commune sur l'importance du design. Tu veux dire qu'ils se challengeaient un peu? Voilà, exactement. Et c'est comme ça que ça s'améliorait. C'est comme ça qu'on a eu les beaux produits que nous avons eu, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu réussir tout seul. Parce que, en fait, dans tout projet informatique en particulier, mais dans tout projet, le mot le plus important, c'est la nuance. C'est-à-dire notre idée peut être bonne, mais elle va être encore améliorée parce que toi, tu viens apporter quelques idées et à la fin, elle devient meilleure que celle que j'ai pu donner. Tu pensais que Steve était particulièrement doué pour challenger pour challenger, parce que je pense que lui, le niveau d'excellence et d'obsession, parfois, pouvant tourner jusqu'à l'obsession, n'a pu pousser, que ce soit Tony Fadell quand il racontait combien de fois et combien d'itérations il a fait pour l'iPod, là, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est vrai que depuis la mort de Steve Jobs, c'est lui qui incarnait un peu l'image d'Apple aux côtés de Tim Cook, mais Tim Cook n'est pas Steve Jobs, on l'a déjà dit. Hein, ça, il a gardé un peu... C'est un peu le gardien du temple, voilà, en fait. C'est ça. Hein, c'est un peu ça. Voilà. Ouais, alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, c'était le gardien du temple. Je pense que Steve Jobs n'était pas facile pour travailler. C'est un plaisir de travailler avec Steve Jobs. Non, je pense que c'était un enfer. Mais je pense que Johnny Ive avait un traitement de faveur. C'est-à-dire que je pense que la relation Jobs-Ive, je pense que Johnny Ive est quelqu'un de fragile. Tu vois, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un et je pense... travailler avec Jobs pendant 25 ans, il ne faut pas être fragile, hein, je te précise. Même si c'est ton pote. Hein. Je te dis juste que je pense que Jobs a compris ce qu'on pouvait tirer de Johnny Ive par, tu vois, c'est un doux Ive, tu vois, il a besoin... Ouais, il a besoin d'un univers où on lui fait confiance, où on le bichonne, on le caresse. Et c'est très intéressant ça, parce que quand j'ai vu la vidéo, et j'en ai parlé ce week-end... La vidéo de la vidéo avec Sam Altman. Avec Sam Altman, et surtout la photo. La première chose que j'ai vue, c'est la photo. La photo, je l'ai trouvée fausse. J'ai cru que c'était une fausse photo. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur le jeu d'éclairage, la tête... Elle est parfaite, cette photo. Hein. C'est une œuvre d'art. Il n'y a pas d'ego dans cette photo. C'est vraiment, ça veut refléter une complicité certaine, une amitié. Hein. Oui, si elle est vraie. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, et j'en ai discuté avec Fred Krassas ce week-end, et il me disait qu'il avait ressenti le même malaise que moi. Dans la photo, on a l'impression que, tu vois... C'est fabriqué.
Ouais, que tu vois, le jeu d'ombre entre la tête, la main posée sur l'épaule. J'ai eu le doute quand j'ai vu la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo qui est superbe. J'ai de suite reconnu le bar, qui est, je t'ai dit, c'est le Zoetrope Zoetrope à San Francisco, qui est le bar de Roman Coppola, le fils de Francis Ford Coppola. Donc, la vidéo est super bien tournée. Et là, il y a une vraie complicité. Du coup, je me suis dit non, la photo est pas. On voit ce challenge et puis cette idée de ping-pong que nous résumait très bien Stéphane qu'il pourrait y avoir demain entre Sam Altman et Johnny Ive, qu'il n'y avait plus chez Apple avec l'arrivée de Tim Cook. Et c'était impossible. Et d'ailleurs, il y a cette photo qui pour moi, montre assez bien l'image. Tu as Johnny Ive qui montre un des derniers téléphones, et tu as Cook qui regarde. Et alors, la photo, c'est un instantané, donc ça peut très bien ne pas montrer ça, mais on a l'impression que en fait, il en a strictement... Il a le regard un peu vide. Ouais, il regarde ça. Mais si c'est un téléphone ou si c'est un Mac Pro, mais on a l'impression qu'il montre une Rolex à une chèvre, quoi. Et tu vois, la chèvre, elle te dit, où est-ce que je broute la prochaine herbe fraîche, quoi. Et je sais pas, Didier, tu en penses quoi? Tu te rappelles de cette photo? Il y avait un mème qui est un peu sorti, tu sais, c'était comment ça a commencé en anglais, How It Started, et comment ça a fini. Et tu avais au début la photo avec Ive et Steve Jobs, et puis à la fin, Ive et Altman, et je trouve que ça représentait bien ce truc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment Cook finalement au milieu, quoi. Ouais. Et moi je suis assez d'accord avec ça. Et c'est vrai que la vidéo, alors après il y a aussi quand même le côté un peu, peut-être ce qui t'a choqué, c'est le côté un peu transgénérationnel aussi, effectivement, parce que quand tu vois la vidéo, Ive, je veux pas paraître, il avait l'air un peu tremblant. Non mais il avait pas l'air en forme quand même dans cette vidéo, tu vois. Il y avait la petite voix, il y avait tout ce qu'il fallait dans une pub Apple, mais je l'ai trouvé quand même un peu éteint. Tu l'as déjà rencontré? Oui, j'ai déjà rencontré, mais il y a longtemps, ça fait moins 20 ans. Mais, il était peut-être pareil, il était mou du il a pris 30 kilos entre les deux. Il a pris autant de kilos qu'il a pris de milliards, mais voilà, c'est peu dire. Peut-être plus il a pris 10 fois plus de kilos qu'il a pris de milliards. Ah, je t'assure. Il a pris autant de kilos que de milliards, je t'assure. Mais non, il n'y a pas photo. Mais et la vidéo est assez, quand même, t'as la voix off de Ive, t'as tous ces plans, alors tout est monté évidemment, mais on dirait un truc Apple, ouais, on dirait une bande-annonce d'un produit Apple qui va arriver. Enfin, c'est fou, même quoi. Le lieu est incroyable. Non, mais même le lieu est incroyable. C'est vrai que tu as vraiment l'impression de revenir aux sources du design et de la vision du design telle qu'elle l'était avec Steve. Et la relation avec Steve, qu'il a décrit dans sa bio, Steve d'ailleurs. Directement, en fait, on y a bien sûr pensé, parce que forcément, ça rappelle des choses en nous. Moi, je pense aussi, tu vois, que avoir un Steve Jobs à côté de toi qui te donnait l'autorisation de faire ce que tu voulais, et de toute façon, les ingénieurs allaient faire rentrer la technique à l'intérieur du design que tu allais décider en tant que Jonathan Ive. Faire rentrer des carrés dans des ronds. Voilà, ça donnait une puissance phénoménale au design, tout simplement, chez Apple. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes, si tu regardes ton Mac aujourd'hui, c'est toujours le même Mac, toujours le même design, ou presque, en fait, que ce qu'on avait connu à l'époque. Même chose pour l'iPhone, même l'Apple Vision Pro a quelque chose qui vient de l'iPhone, première génération. C'est un truc de fou furieux, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on vit sur tous ces acquis, ça n'a jamais été renouvelé, et j'attends tellement de ce nouveau duo, franchement. Il empêche, Stéphane, il était devenu moins présent ces dernières années chez Apple. Oui, mais il n'était pas resté pour autant les bras croisés. Il aurait dessiné le prototype de la fameuse Apple Car qui a... il n'est jamais sorti. Voilà, il aurait montré le résultat à Tim Cook en 2016. Ils ont ensuite jugé que la technologie n'était pas prête. Le prototype était fait en bois et en cuir, sans volant et avec des commandes vocales. Il aurait aussi dessiné... Avec du Siri déjà à l'époque. Oui, je pense que ça a été foutu. Il aurait aussi dessiné une télé, qui était apparemment juste une plaque de verre avec des beaux détails. Qui n'est jamais sorti. Et sa dernière œuvre, là par contre, qui est sortie, qui est l'Apple Park. Et il a quitté son poste de CDO, de Chief Design Officer en 2015 pour se concentrer sur ce projet. Voilà. Et puis beaucoup de médias, c'était plutôt Wall Street Journal à l'époque qui était en pointe au milieu des années 2010 pour le souligner qu'il était effectivement moins présent les dernières années où il était encore salarié d'Apple. Il venait de moins en moins souvent au siège social d'Apple, préférant travailler depuis San Francisco dans son propre studio. On sait que c'est une vraie tannée et c'est un vrai problème dans la Silicon Valley. Vous me tamponnez, monsieur Pantalach, pour faire San Francisco
Cupertino, c'est pas simple aujourd'hui, même si vous roulé en Bentley ou en Rolls comme Johnny Ive. Hein. Non, c'est vraiment pas simple. Non. Il faut des heures. Ça peut prendre des heures, tu vois. Il y a 2 autoroutes qui descendent, il y a la 101 et la, je pense la 280 de mémoire, la I-280, donc qui entourent la Silicon Valley de 2 grands axes. Ce sont des axes hyper utilisés. Par contre, je sais pas ce que tu en penses, Laurent, si tu es retourné à San Francisco récemment, mais ce qui est amusant, c'est qu'Apple Park, je trouve, ce qu'ils ont fait, alors moi, j'ai pas eu la chance d'aller dedans, mais tout l'environnement autour, et peut-être Apple, si tu nous rien, c'est assez apaisant comme endroit. J'aime beaucoup, moi, l'atmosphère. Tu sais, tu vas même à la cafette et tout, c'est avec ces grandes baies vitrées, tu montes sur le... Ça vaut le coup d'aller évidemment là-bas. Et inversement, San Francisco est devenu un enfer avec des mecs camés partout. Enfin, tu vois, c'est étonnant que... Moi, je préférais travailler à Apple Park qu'à San Francisco. Hein. Ouais, oui, mais les gens vivent aussi. Ils n'ont pas forcément ils vivent pas à l'Apple Park. Ils vivent aux alentours. Il y a beaucoup de décideurs Laurent, de la Silicon Valley qui vivent plutôt à Palo Alto, justement, mais pas à San Francisco, parce que c'est une encablure de Cupertino. Mais si tu vis comme Steve Jobs, il faut que j'arrête avec ça, comme Johnny Ive qui vit à San Francisco, c'est un vrai problème d'y aller à Cupertino. Oui. Alors, j'y suis allé il y a pas longtemps, je suis allé il y a 2 mois, il y a 1 mois. Donc, le siège d'OpenAI est à... Et le siège de IO est à... San Francisco. Et voilà. Non, mais bien sûr. Mais attention, il vit à San Francisco qui est tout petit. En plus, il vit dans le triangle d'or de San Francisco. Quoi. Oui. Alors, il vivait sur Billionaires Row, donc qui est un petit bout de rue où il y a que des baraques de folie. Il a racheté sur Montgomery Street, il a acheté, je sais pas, 6 ou 7 immeubles. Donc on ne sait pas ce qu'il veut en faire, tellement ça te dit quand même, ça te donne quand même la puissance économique du bonhomme. Hein. Ouais, c'est clair. Et donc non, il est très San Francisco. D'ailleurs, il dit que son histoire, quitter son Angleterre natale entre guillemets, c'était San Francisco, sinon rien. Donc c'est assez bien. Moi, je recommande d'aller voir la vidéo, elle dure 9 minutes. Donc ça se laisse regarder. Ouais, ça se laisse regarder. Après, c'est vrai. Et ce que tu dis, oui, c'est vrai. San Francisco, j'ai été très choqué par le cœur de San Francisco. Au-delà de la drogue, les boutiques sont fermées, il n'y a plus de boutiques qui ont pignon sur rue. Je pense qu'il y a un problème. Aussi, hein. Je pense qu'il y a un problème qui est plus profond seulement que le problème de la drogue. Je pense qu'il y a un problème qui est aussi lié. Il y a plus de commerce de bouche. Tu vois, tu as envie d'acheter à manger, tu peux plus trouver à manger à un supermarché. Donc en fait, le fait de la vidéo, elle livrait un San Francisco, je trouve, d'il y a 15-20 ans, justement, et j'ai trouvé que c'était très décalé. Après, tu peux plus y vivre. Sauf que non, mais non, la rue, c'est de folie pour y vivre aussi. Hein. Oui, mais la rue où c'est tourné, c'est peut-être une des dernières rues où il y a encore un peu de dynamisme. C'est pour ça que c'est pas mal. Donc en fait, c'est Columbus Avenue. Juste pour une chose, je donne une info. Conclure. Ouais, et c'est vraiment un aparté. La ville a pris depuis quelques semaines, donc après mon passage là-bas, la ville a lancé une campagne contre la drogue dans la rue. Ils sont en train de faire du nettoyage, je vais pas dire de l'épuration parce que ça passerait mal, mais oui, ça passera pas. Ouais, mais il y a une relation avec Laurent, en fait, il y a une relation avec le fait que tu sois passé par là, en fait, parce que tu dis juste après ton passage. Pas du tout. Non, mais ça, c'est l'effet Laurent Fontana. Pas du tout. Mais justement, j'ai lu un article récemment qui disait que ça y est, la ville avait pris ça en main. Donc Tenderloin est en train d'être. Sarkozy aurait dit carchérisé. Voilà. Alors, selon toujours le Wall Street Journal, je vais arrêter de manger mes mots. Johnny se serait lassé au fil du temps. De cette relation avec Tim Cook qui était un peu moins fusionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire qu'avec Steve Jobs. Car, comme l'illustrait la photo dont parlait Laurent à l'instant, il ne s'intéressait pas au produit, mais plus à l'aspect marketing, à l'aspect logistique, voire à l'aspect foncier. Il manquait cette complicité que visiblement, il essaye de remettre et de réinjecter et de faire passer un vrai message dans cette vidéo. Est-ce qu'il est destiné à la communauté d'utilisateurs Apple ou indirectement à Tim Cook, allez savoir. En tout cas, il formait vraiment un duo mythique avec Johnny. Il essaie aujourd'hui de faire la même chose. Moi, j'ai noté 3 valeurs dans la vidéo dont vous parlez à l'instant, Laurent, dans ses annonces. 3 termes qui m'ont sauté aux oreilles lorsque j'ai écouté la vidéo. D'abord, c'est le terme amitié. Il a mis ça en avant. Et famille, amitié/famille. Voilà, donc vrai, ça, forcément... C'était son mantra, son moteur. Moi, je ne le considère pas comme une personne fragile, mais en tout cas qui fonctionne avec ce type de relation-là. C'était important pour lui. Et il positionne Sam Altman comme un ami. Sam est un ami.
Premier point. Le deuxième point, tu l'as dit, San Francisco. Je veux travailler à San Francisco, je veux redynamiser San Francisco. Il parle de la Silicon Valley, bien sûr, mais la Silicon Valley n'existerait pas sans San Francisco. Et le troisième terme qu'il a mis en avant, c'est démocratiser. C'est son mantra également. Ça a toujours été son mantra chez Apple et celui de Steve Jobs. Démocratiser l'usage des technologies, vulgariser l'usage des ordinateurs, rassurer les ordinateurs en les rendant le moins technique possible pour que le grand public puisse s'intéresser, jusqu'à l'émergence de l'iPod, de l'iPhone, de l'Apple Watch, et si on passe des meilleurs, qui sont aujourd'hui des objets qui sont maintenant notre quotidien. Avant, pour acheter un Mac ou un PC, ça faisait peur. Je voulais juste, pas en conclusion, mais presque, vous rappeler ce que disait quand même Steve Jobs de Jonathan Ive, parce qu'on l'a un petit peu oublié. C'était dans sa bio, à propos d'amis. Il était mon plus proche et mon plus fidèle ami. Nous avons travaillé ensemble, il parle de Johnny Ive, pendant près de 15 ans, et je riais toujours de la façon dont je prononçais aluminium. Là, c'est Johnny qui parle de Steve. Il était mon plus proche et mon plus fidèle ami. Nous avons travaillé ensemble pendant près de 15 ans. Il riait toujours de la façon dont je prononçais aluminium. C'est vrai que Johnny a un accent anglais de toute beauté. Et cette fois-ci, la citation de Steve Jobs à propos de Johnny Ive. Ce que Johnny a apporté, non seulement à Apple, mais au monde entier, est gigantesque. On sait que Steve, encore une fois, était une personne qui ramenait tout à lui. Hein. C'est lui qui a tout inventé, c'est lui qui présente tous les produits, c'est lui qui est au centre de tout. Là, c'est l'une des rares fois où il se met en retrait, et c'est à propos de Johnny. C'est une personne brillante dans tous les domaines. Il comprend la finance, le marketing. Il saisit tout en un clin d'œil. Il connaît mieux que quiconque l'âme d'Apple. Si la société avait besoin d'un guide spirituel, ce serait lui. Aujourd'hui, ces paroles ont quand même une résonance assez particulière, les amis. Hein. Bah oui, il était une pierre angulaire. Et comme je disais tout à l'heure, c'était le parti du ping-pong. Et une partie du ping-pong, il faut savoir, ils ont dû sûrement se prendre la tête. Ils ont dû sûrement avoir des gros désaccords. Et ça, tout le monde a un ego. Je pense que Steve Jobs, il était énorme. Et celui de Johnny Ive aussi. Mais là, c'est sûr que ça fait plaisir d'entendre de la part de quelqu'un avec lequel on travaille d'avoir cette telle louange, et c'est bien aussi pour lui. Surtout qu'il est très avare de compliments. Bien sûr. Croyez-moi. Il était. Oui, Laurent. Je voulais juste quand même faire une petite pause après ce moment un peu émotion. Larmoyant. Larmoyant. De remercier Ludovic Doravé qui vient nous faire un don en live de 60 €. Waouh, merci beaucoup Ludovic. Mais ça ne paye pas assez la pizza à l'ananas, parce que ça me coûte plus cher que ça. Tu vois, comme tu es origine, ça devrait pas. Moi, j'en prends pas, moi. Allez, pour la dernière partie de cette émission, on va s'intéresser à Apple. Bien sûr, revenir à Apple. Est-ce que Apple, du coup, est, entre guillemets, fragilisé par cette annonce? Est-ce que le départ de laisser partir Johnny Ive est une erreur stratégique de la part de Tim Cook? Les amis, on regarde forcément avec Cupertino cette annonce. Est-ce qu'on la regarde avec inquiétude? La question qu'on peut se poser. Est-ce que Tim Cook a-t-il sous-estimé le rôle central que pouvait porter Johnny Ive au sein d'Apple? On vous a posé la question sur Twitter, sur X, et vous êtes nombreux à avoir répondu. Et les réponses sont plutôt partagées, mon cher Laurent. Ouais, bah écoute, on a Johnny Ive devenait toxique chez Apple, à supprimer tous les ports sur tout le matériel au prétexte du design, bien qu'Apple continue des bêtises comme le bouton marche-arrêt sur le Mac Mini, hein, qui est dessous. La gamme de MacBook Pro est moche, mais c'est fonctionnel. Moi, je la trouve très belle. Mais donc, après les goûts, les couleurs. Hein. Et tout est histoire d'équilibre. Autre réaction plus mesurée, celle de Julien Serre. On a Julien Serre qui dit « C'est un choix de s'être séparé de Ive, bon ou pas, on ne le saura probablement jamais. Mais il est vrai que depuis quelque temps, Apple, c'est mou. Quand on voit chez les autres, l'herbe semble y être plus verte. Après, Apple a les moyens financiers pour très vite revenir au premier rang. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, Apple devrait se réinventer en allant chercher un jeune designer. Tu vois, Laurent, ils sont où les jeunes chez Apple? Bon sang. Oublie les jeunes. À l'extérieur, tu prends un jeune designer et quelqu'un qui a fait, qui a une philosophie. Les jeunes, ils sont chez OpenAI, ils sont chez Google. Ils sont même chez Microsoft. Les jeunes. Il faut changer peut-être la tête d'Apple. Bref. Ah bon? Ouais. Allons voir. Et puis il y a Mano qui nous dit toujours Apple manque cruellement de grands designers. Avec leurs derniers produits, on sent une perte de repères côté design. C'est pas fini. On a John M qui nous dit tort ou pas de laisser partir, mystère. En tout cas, il manque à Apple des profils atypiques comme Ive, c'est sûr. Et le tout dernier, Millennium il y en a deux. Ouais, Millennium Condor qui dit c'est pas Dieu le mec non plus. Ben, il a quand même inventé l'iPhone, l'iPod, l'iPad, l'Apple Watch. Ouais. Voilà.
Et donc, il dit, je pense que personne n'est indispensable. Donc, et on a enfin François Célène qui nous dit il faut qu'Apple rachète OpenAI et comme ça on retrouve Johnny Ive d'une manière détournée. Je ne crois pas que ça va leur coûter un petit peu cher. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez pour clôturer et conclure cette émission de ces annonces vous l'avez bien compris que moi j'ai toujours pas fait le deuil non seulement du décès de Steve, mais encore moins du départ de Johnny Ive. Pour moi c'est le gardien du temple, Johnny. Moi, ça va être Qu'est-ce que vous pensez de... Ça va être très court. Ouais. Je pense que Johnny Ive s'est vengé. Ah oui, ça serait sa philosophie. Moi, je pense qu'il s'est vengé et il veut. Je pense que c'est un message qu'il a envoyé à Tim Cook. Là, il a dit voilà, rien. Tu vois, t'as pas voulu travailler avec moi. Voilà, et je vais faire quelque chose de formidable et tu vas voir comment tu vas morfler. Intéressant. Voilà. Laurent. Non, moi je pense pas parce que je ne pense pas pour une raison simple. Alors, attention, c'est toujours peut-être un mix de tout. Hein. C'est parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on sait qui se tourne autour. Et donc, en fait, je pense que juste aujourd'hui... trouver un terme diplomatique pour une fois. Ouais, Apple ne pouvait plus travailler avec. Après, Tim Cook, c'est quand même coupé de beaucoup de monde. Hein. Donc, Apple ne pouvait plus travailler avec Ive. Il a fait le vide autour de lui. Oui, il a fait le vide. Et que finalement, Ive, c'est peut-être. Consciemment ou pas ? C'est peut-être. Non, mais c'est peut-être son dernier coup peut-être le dernier coup. Et il peut le réussir. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, ChatGPT, tout ce qui est la vidéo, tout ce qui est, il y a des belles avancées. C'est peut-être aujourd'hui avec le hardware, ça pourrait être quelque chose de génial. Moi, ce qui m'a amusé quand même dans la vidéo, c'est qu'il dit j'ai découvert ChatGPT grâce à mon fils qui m'a dit tu devrais regarder. Donc ça montre quand même qu'il n'est pas forcément en veille de toutes les tendances, mais il a des enfants et c'est vrai que c'est quand même rafraîchissant et ça apporte de l'oxygène dans la famille. Mais quand même, le gars, il n'est pas à la pointe non plus, hein, on le sent bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la fin autour du rôle qu'a joué Johnny Ive au sein d'Apple, où il était moins présent, les choix. On l'a souligné lors des panneaux Tweetos, du soit design sur la finesse qui était quand même critiquable, notamment avec le temps de la puce Intel, la disparition des ports. Ça a été un vrai problème. Alors, est-ce que vraiment Johnny était à l'origine de ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était encore sous sa direction en termes de design. Effectivement, c'était encore sous sa direction. Maintenant, oui, on ne le saura jamais. Est-ce qu'il est responsable ? Si, on va le savoir. Voilà. On va le savoir, mais ça va prendre du temps. Fais confiance à On refait le Mac pour ça. Tu verras un jour, on le saura. Ça marche. Je fais confiance à On refait le Mac, sans aucun doute. Mais par contre, je pense, tu vois, en dehors de ça, je pense qu'il faut quelqu'un qui soit un peu totalitaire au niveau du design pour pousser une idée jusqu'au bout. Radical, tu veux dire. Oui, c'est ça, radical, effectivement, polarisante, tu l'appelles comme tu veux. Mais je pense que le monde a besoin de Johnny. C'est une à peu près certitude. Et que moi, ça m'a fait du bien quand j'ai vu la vidéo. Après, je ne sais pas si c'est une sorte de thérapie pour moi ou pas, de regarder cette vidéo en boucle. Mais effectivement, ça fait du bien, c'est rassurant. Tu as l'impression de te dire, OK, là, on a la tech, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on a la tech nécessaire. Et maintenant, Jonathan Ive, comme à l'époque, il l'avait fait pour Apple, va être peut-être capable, avec d'autres personnes qui gravitent autour de lui, de recréer peut-être la magie, tu vois, du bel objet, de l'objet avec lequel on interagit, de cette interface homme-machine qui aujourd'hui traîne les pieds depuis maintenant des années, quoi. Didier, ton sentiment pour conclure, tu étais très critique les dernières années de Ive sur le design choisi par Apple. Moi, le design d'aujourd'hui est toujours, je trouve, très réussi, mais par exemple, le Mac Studio, c'est pas un canon de beauté, c'est pas un produit très dans l'esprit d'un Johnny Ive, c'est un compromis, dirons-nous. Et c'est pas tellement ce que souhaite Ive, le compromis. En fait, ce que je pense, c'est que, moi, je suis entre guillemets, je ne veux pas nous envoyer des fleurs, mais je trouve qu'on le sentait venir tout ça depuis des années, donc que ce soit sur le design, sur la gouvernance, sur effectivement certains choix d'Apple, sur les projets qui sortent pas. C'est vrai qu'on voyait le truc venir, et puis bon, là, ça nous explose à la figure. En fait, je pense que Apple a raté 3 occasions d'avoir un bon CEO. Le premier, c'était peut-être avec Forstall quand il s'est fait virer. Peut-être qu'en fait, ce mec-là on l'appelait le mini Steve Jobs, mais effectivement, ça collait pas trop avec Tim Cook et certaines équipes, et tout de suite il l'a mis dehors dès la première erreur là avec Apple Maps. Ensuite, je pense Apple a vraiment raté le moment Elon Musk.
Voilà, après on peut discuter du bonhomme après, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque de Tesla, évidemment, et c'est le moment où ils préparaient l'Apple Car et tout, Tesla coûtait rien, ils auraient mis Elon Musk à sa tête, et Elon Musk aurait recruté d'autres gens, etc. Ouais, et la troisième personne, hein. c'est Altman. En fait, Apple aurait dû voir tout de suite OpenAI très tôt, le racheter parce qu'ils en avaient les moyens, et ils ont encore raté ce coup-là. Pourquoi ? Parce que Tim Cook s'accroche à son poste indéfiniment, et ça leur coûte tout ça. Et le problème, c'est que, comme on le disait, il faut un bon duo pour que ça marche. C'est-à-dire que Hive, en fait, c'était un peu le dernier des Mohicans chez Apple, il était un peu blasé, et c'est peut-être aussi pour ça que il y avait plus personne pour le challenger en fait en interne. Du coup, le mec s'épuisait, et c'est vrai qu'il avait besoin un peu de renouveau et d'avoir quelqu'un qui lui mette des vrais objectifs, des trucs un petit peu sexy. Mais pour moi, effectivement, Apple peut très bien continuer sans Hive. C'est pas tellement, tu vois, il y a plein de bons designers, il y a plein de gens qui savent faire des choses très très bien. On le voit chez les Chinois, DJI et tout, ils font des super produits, EcoFlow, machin. Enfin, il y a vraiment des gens de talent. Donc Apple aurait pu bien s'entourer, mais Tim Cook n'arrive pas à s'entourer des bonnes personnes dans l'équipe dirigeante, et du coup, je pense que ça dit ce que ça veut dire, mais il est temps que Cook parte maintenant, quoi, clairement. Pour conclure, les amis, la parole à Tim Cook. Voilà comment il a résumé en son temps, en 2019, le départ de Johnny Ive par une phrase très courte et très sobre, comme c'est l'habitude chez Tim Cook. Johnny voulait explorer un nouveau chapitre. Nous respectons cela. Rendez-vous au prochain épisode de Refait le Mac. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Christophe. Christophe, quel est ton coup de cœur ce soir ? Alors moi, Olivier, j'adore les jolies histoires, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Nightmare Buster, que j'ai ici devant moi, qui était pour Super Nintendo. En fait, c'est un jeu qui, à l'époque, n'avait même pas vu le jour, parce que c'était un prototype qui avait été annulé, en fait, alors qu'il avait été développé complètement. Donc en 94. Et puis en fait, il y a une team qui s'appelle la Fighter Team qui en 2013 a finalement fait naître ce jeu pour la Super Nintendo, pour ceux qui s'en souviennent. Allez voir, on refait la pop consacrée à la Super Nintendo. On mettra le lien dans la description de la vidéo. Yes. Et aujourd'hui, en fait, je vous parle d'un jeu qui est finalement la continuité de celui-ci et qui s'appelle Nightmare Busters Rebirth. Donc, c'est un run and gun, c'est un jeu d'action, des éditions Pix and Love. C'est effectivement, ce sont les aventures de Flynn et de Floyd, qui sont deux léprechauns. Enfin, je vous épargne les détails. Sont les héros du jeu vidéo, en fait, pour sauver le royaume des rêves de l'emprise des cauchemars. Et pourquoi je vous en parle, en fait, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est donc Pix and Love qui publie le jeu et Aurora Game Studio qui le développe. Et j'ai essayé ce nouveau jeu, c'est juste génial. Ils lancent un Kickstarter pour justement aller jusqu'au bout du jeu. Ils sont déjà à $122 000 aujourd'hui, en fait, de récolter. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Allez sur le site nightmarebusters-rebirth.com, c'est juste génial, je l'ai essayé. Et alors, donc il va être disponible en fait sur PlayStation, il va être disponible en fait sur la Nintendo Switch, etc. J'ai parlé avec eux, ils ont développé ça en Unity et ils m'ont dit, j'aurais soufflé en fait à l'oreille que ce serait quand même pas mal de l'avoir sur les Mac, et ils m'ont dit c'est une excellente idée, c'est vrai que comme ça avec Unity en fait on pourrait très bien le faire. Ben oui. Et donc dans l'avenir, ils pourraient le faire. Donc, n'hésitez pas à les poster aussi sur leur Twitter, leur Instagram, etc., des petits mots doux pour qu'ils aillent porter ce jeu sur Mac, parce que c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est fait en Unity. C'est juste génial. Voilà. Pour résumer un petit peu ça, mais allez sur leur Kickstarter, allez donner quelques dollars ou bien partager le jeu, tout simplement partager le Kickstarter. Merci Christophe. Didier, de ton côté, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors écoute, j'en ai deux. Le premier, en fait, c'est amusant parce que en ce moment, je teste beaucoup. On me reparle de produits justement qui ont beaucoup d'IA et tout, qui sont assez révolutionnaires. Et notamment, tous ceux qui ont une maison et qui ont des piscines, des jardins et tout, ils veulent des robots maintenant. Et là, par exemple, je teste le BitBot. Alors le modèle exact, c'est AquaSense 2 Pro. Mais c'est un truc de fou. C'est tu mets le robot dans la piscine. En fait, l'appli, t'as un bouton, c'est nettoie. En gros, tu choisis le fond ou les côtés et il n'y a rien à mettre. C'est-à-dire, tu rentres le Wi-Fi et le truc, il fonctionne tout seul. C'est-à-dire qu'il sort et ta piscine est nettoyée. Je te rappelle que nous ne vivons pas dans le sud de la France. C'est presque indécent que tu fasses comme ça, transpirer ton bonheur. Ça aurait été indécent s'il avait fait une vidéo. Ouais, mais il a fait la vidéo. Tu crois pas qu'on va pas diffuser la vidéo aussi? Non, mais j'ai pas fait encore de vidéo, mais je vous en parle un peu. Comme ça, faire transpirer ton bonheur à la face des millions de gens, des milliers de gens qui nous regardent, je trouve ça vraiment d'une indécence totale.
Et alors, par contre, si tu as de la pelouse, si tu habites en Normandie, il y a beaucoup d'herbe. Là, on peut discuter. Et ils font la même chose maintenant en tondeuse. Là, en ce moment, c'est Dreamy, Mova, qui est la marque de Xiaomi, Dreamy, etc., qui a sorti aussi une tondeuse pour pelouse, qui est incroyable parce que tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que tu fais le tour de ta pelouse une première fois avec, tu n'as même pas la petite antenne GPS, le RTK à mettre et tout. Maintenant, ils te font, que ce soit dans la piscine ou dans le jardin, des lidars. En fait, ça te cartographie même en 3D. Ouais, mais c'est complètement fou. Tu vois, voilà, comme les robots ASPI. Et en fait, tu n'as vraiment plus rien à configurer avant. Tu sais, il fallait mettre des liserés, il fallait mettre tout ça. Donc, je suis en train de tester ça. D'ailleurs, si vous avez des marques que vous aimeriez qu'on teste, et je vous sortirai des petites vidéos. Mon dernier coup de cœur, je fais vite. Ouais. C'est, tu sais que j'adore ces lunettes Ray-Ban Meta. Et j'ai fait comme Stéphane, je les ai achetées en verre solaire d'abord. Et ça y est, là, je me suis fait les verres ordi. Enfin, les verres de la maison, en fait. Ouais. Et en fait, ils ont une version... vieux comme moi, ça y est, c'est officiel. Non, j'ai pas beaucoup, mais tu vois, devant l'ordi, j'aime bien avoir ça. Et en fait, le truc, c'est que s'il y a du soleil, elles se teintent. Donc, tu peux les utiliser dehors comme lunettes de soleil. Et en fait, avant, tu sais, je mettais des lentilles, je les enlevais, tout ça. Et là, j'ai des oreillettes en permanence sur la tête. Donc, je peux faire mes coups de fil en journée. Elles se teintent quand je sors dehors, etc. Et je m'embête plus la vie. Et en plus, il y a un truc de fou, c'est que si tu as une bonne mutuelle, etc., tu peux les faire prendre en charge quasiment par tes mutuelles, quoi. Donc en fait, ce truc-là, ça coûte à peine plus cher que des lunettes de vue et c'est un produit fabuleux. Mais vraiment, tu te dis quand même, c'est fabuleux, quoi. Et on le dit 1000 fois, c'est fabuleux. Voilà. Stéphane, merci Didier. Stéphane, quel est ton coup de cœur cette semaine? Alors mon coup de cœur, il est pour une petite boîte qui commence à devenir grande, qui s'appelle Electric Dream Productions. Ah, je ne connais pas. Moi non plus, mais je les aime bien parce qu'ils font une émission auquel je ne participe pas, mais que je regarde. Tu ne connais rien en F1, donc c'est normal. Tant mieux, d'ailleurs. Et si vous voulez que je vous foute le bordel dans votre émission, je viens. Mais quand tu veux. Voilà, donc dans On refait la F1, ça y est, ça dépasse maintenant les 500 000 vues. Et c'est devenu maintenant presque une émission de référence. En tout cas dans le petit Landerneau. Le flat. Voilà, et maintenant que vous avez été au Castellet, bon, vous avez raté Monaco, bon, dommage, mais... On avait un chroniqueur qui était à Monaco. Voilà. Et 500 000 vues en un mois sur la page de la F1. Bravo. Pour nous, et je voulais juste, comme moi je suis inimaginable. Je suis un peu de l'extérieur, je vous félicite parce que vous donnez beaucoup. Bon, maintenant, il faut faire la même chose sur On fait le Mac. Hein. Ah ouais, 500 000 vues sur On fait le Mac. On compte sur vous, les amis. Chiche pour l'année prochaine. En tout cas, on y travaille. Merci pour ce coup de cœur qui n'était absolument pas intéressé, comme vous le pensez naturellement. Laurent, ton coup de cœur cette semaine? Mon coup de cœur, c'est une application qui s'appelle Obsidian. Ah, ça te va bien. Ouais. C'est un peu Obsidian en ce moment, je trouve. Non, mais c'est assez intéressant. En fait, pendant longtemps, j'ai utilisé une appli qui s'appelait Evernote. J'avais 14 000 notes, donc j'avais 15 ans, depuis 2007, même plus que ça, de notes. Evernote est devenu de plus en plus lent, donc j'ai quand même continué à payer parce que j'avais, tu vois, mon abonnement, parce que j'avais toutes mes notes derrière. Toute ta vie. Et puis, j'ai décidé de basculer. Je voulais un peu uniformiser un peu tout, donc je suis revenu sur toutes les applis Apple. Et donc, j'ai utilisé Apple Notes parce qu'elle se synchronise bien, elle est sur tous les terminaux et tout ça. Le problème, c'est qu'il faut quand même reconnaître quelque chose à Apple Notes, c'est qu'elle marche bien. Alors, elle est nulle, quoi, en design, en ergonomie, tout ça. Donc, si tu veux, et là, j'ai de plus en plus de notes où j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et je suis très vite. Simplement du texte. Quoi. Ouais, c'est que du texte, mais tu vois, dès que tu veux faire un peu. Et donc, je cherchais quelque chose qui soit entre les deux. C'est-à-dire, je veux pas OneNote de Microsoft où tu peux tout faire, tu peux créer des onglets de toutes les couleurs. Mais c'est du Microsoft, quoi. Tu vois, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est trop. Et tu sais pas ce qui se passe derrière. Et en fait, j'ai beaucoup aimé Obsidian parce que. Il y a trois choses intéressantes. La première, c'est que si tu as envie d'avoir un système synchronisé, sécurisé, tu peux payer un abonnement, c'est $4 par mois. C'est raisonnable. Donc c'est ridicule. Mais tu peux aussi le synchroniser. Moins cher qu'Evernote, surtout. Ouais, tu peux le synchroniser avec iCloud. Donc c'est gratuit si tu le synchronises avec tes fichiers dans iCloud. Mais surtout, tu as plein d'add-ons. Donc si tu as envie de rajouter un affichage, tu veux un affichage Kanban, tu ajoutes le plugin Kanban. Si tu veux afficher. Et en fait, il y a et comme c'est open source, il y a plein de plugins open source pour faire des synchronisations. Et là, je suis en train de synchroniser mes 14 000 notes. Donc, j'aurai toutes mes notes dans le truc. Je trouve ça génial. Je m'éclate depuis un mois. Essayer. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Laurent. Pour vous donner une illustration de l'impact d'Apple et au-delà de Johnny Ive dans l'univers de la tech et du design, moi, j'adore les objets, le hardware plus que le soft. C'est ça qui me fait vibrer. J'allais dire un autre terme, mais YouTube va nous censuré. C'est les derniers micros de DJI. Alors, c'est une marque chinoise. Ils sont vraiment inspirés des méthodes de travail d'Apple et de Johnny Ive pour le travail. Ouais, tu les as adoptés également pour le design. Regardez comme c'est bien fait, ce petit coffret, ce petit écrin qui s'ouvre. Vous avez ici
un petit émetteur USB-C qu'on met sur l'iPhone et vous pouvez synchroniser tout de suite 2 petits micros. Ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, mais on les avait jamais eu l'occasion de les tester. On les a achetés, pour rien vous cacher. C'est les DJI Mic 2. C'est déjà la 2e version. Le boîtier se charge en USB-C. Il y a une autonomie pour tenir largement. Donc, on fait des reportages. On a tourné tous nos reportages. Allez voir, on refait la F1 lorsqu'on était au Grand Prix du Castellet historique. On a tourné beaucoup avec ça et c'est un super son et en plus ça marche parfaitement également avec votre Mac. Vous branchez simplement le récepteur sur le port USB-C du Mac et vous pouvez faire vos podcasts. Et puis est arrivé, là, ça vaut 249 €. C'est super design, c'est super joli, il y a tous les accessoires, c'est mignon, ça marche aussi bien en Lightning qu'en USB-C sur votre iPhone. Et puis est arrivée la déclinaison, la version mini des DJI Mac qui elle a toujours l'émetteur ici mais qui n'a pas d'écran à cristaux liquides, il est plus minimaliste et vous avez 2 tout petits micros. Regardez comme ils sont petits. Et puis souci du détail, du design chez DJI, en plus de la possibilité de l'accrocher comme ça au revers de ma veste. J'ai aussi, pour pas l'abîmer, des petits comme ça. Regardez, des petits aimants qui me permettent de les accrocher. Et, enfin, c'est super soigné, super bien fini. Et ça montre que, en tout cas, et c'est tant mieux, c'est pas de la copie, loin de là. Apple a fait des émules et qu'aujourd'hui 2 entreprises sont capables de faire aussi bien, voire mieux, parce que ça c'est vendu, ça mériterait d'être vendu et ça mériterait d'avoir une pomme dessus tellement que c'est super bien fait, sans parler des interfaces logicielles qui sont aussi remarquables. Le DJI Mic 2 et DJI Mic Mini, 249 €, c'est DJI qui fait ça, 169 € seulement, parce qu'un micro de cette qualité, vraiment, c'est top. Il y a 2 micros en plus, vous pouvez faire vos interviews, pour nous c'est génial. On s'est régalé, c'est la marque DJI qui fait ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi, merci Stéphane, merci Laurent, merci Christophe et merci Didier d'être présent chaque semaine ou presque dans cette émission. Merci à vous également derrière vos écrans nombreux pour l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité, c'est dur à dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va faire un débrief complet de Google I.O. et comment Apple peut répondre aux annonces de Google en matière d'intelligence artificielle. J'y suis arrivé. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci infiniment pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut.